Bonjour à tous, bienvenue aux Inconnus du cinéma. Salut Andréane. Allô Kevin. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien? Ouais. Hey, ça fait longtemps qu'on a enregistré. Ça fait un petit bout. Ouais. Le dernier épisode, c'était avec Alec, puis on l'avait enregistré, je crois. En janvier. C'est ça. Puis là, on est rendu quasiment fin avril. Hey, c'est une grande pause, mais la vie étant la vie. Et c'est ça, on a des vies assez chargées. Oui, ben oui. Puis je tiens d'ailleurs juste pour le monde qui nous suive, on est peu présent sur les réseaux sociaux pour annoncer justement le fait qu'on n'enregistre pas. Donc, je tiens quand même à m'excuser. C'est compliqué d'enregistrer, mais au moins on y va avec le temps qu'on a, puis on se dit on enregistre quand on a le temps, puis ça l'évite au moins de fermer le micro définitivement. Exact. Ce qu'on veut essayer d'éviter. Mm-hmm. Donc, on s'excuse, mais là, aujourd'hui, on est là pour enregistrer un film qu'on n'a même pas partagé sur les réseaux sociaux. Fait que le monde, ils savent même pas encore ce qu'on va faire. C'est vrai, on n'en a pas du tout parlé. Aucunement. Mais c'est pas grave, on est mystérieux. C'est ça, on garde le secret. Ça. Exactement. Donc, aujourd'hui, on parle de Dune. Là, vous allez regarder cet épisode-là, vous allez avoir vu une publication, donc là, vous allez déjà savoir. Mais bref, à l'instant qu'on enregistre, il y a personne qui le sait qu'on enregistre. Mm-hmm. Alors, on fait Dune partie 2 aujourd'hui. Mm-hmm. Gros morceau, quand même, de l'année 2024. Quand même, c'était Ouais. un film qui était attendu. Là, tout le monde avait bien apprécié le premier volet, puis le 2 était quand même bien attendu. Exact. Puis voilà, donc gros film 2024. Ouais, on commence, en fait, c'est quasiment, on commence l'année avec Dune. On avait enregistré, je pense, déjà en 2024. Ouais. On avait enregistré fin janvier. C'est notre il me deuxième, c'est ça, c'est Psycho qu'on a fait. semble. Oui, c'est ça, exact. Donc, deuxième film, Dune Part 2. Puis là, on va le mentionner parce que le monde qui vont nous regarder vont peut-être se dire, voyons, le décor, il est pas pareil. On a déménagé. Kevin a déménagé! Oui, exact. Donc, les inconnus sont ailleurs. Mais voilà, alors... On est toujours inconnus, peu importe où Ouais, on va. c'est ça, exact. Fait que nouveau setup. On sait pas si ça va rester comme ça au niveau de l'angle de la caméra, mais pour l'instant, c'est ça. On a un beau toit qu'il faut juste pas trop reculer notre tête, sinon on se cogne, puis on tâche le mur. Clin d'œil, clin d'œil. Mais voilà, donc nouveau décor, de la vraie brique cette fois-ci. Oui! Fait que ça, c'est cool. Éventuellement, on va peut-être même setter le petit feu à côté. On va se faire cuire des guimauves. Pendant l'épisode, on va juste entendre un crépitement de feu. Mm-hmm. Ça va être parfait. Fait que voilà, donc on va se diriger tranquillement vers la critique de ce soir parce qu'on a quand même un gros morceau. Mm-hmm. Juste avant, Andréane, as-tu regardé quelque chose récemment? Puisque là, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. Y a-tu une série, un film que t'as vu que t'es comme oh my god, faut que j'en parle? Ah! Non? Mais j'ai vu tellement de choses, mais... Ben, t'as vu l'éclipse? J'ai... J'ai vu le film de l'univers. Oui, c'est un beau film, hein? C'est un très beau Sauf film. très court, par exemple. Très court, Non. c'est un court-métrage. Oui, c'est ça, Mhm. de 2-3 minutes, dépendamment Mhm. de où tu te trouves, mais c'était beau par contre. C'était magnifique. Ouais. Surtout Magnifique. le bout où est-ce qu'on était dans l'éclipse totale, Oui, puis là, il faisait comme noir. Tu voyais Oui. même comme une espèce de... le coucher de soleil Ouais, au loin, exact. c'était particulier. Ouais. Puis est-ce que t'as vécu quelque chose au niveau du corps après? T'sais, est-ce que ça te fucké un peu? Non. Non, moi, on dirait que j'étais comme fatigué ou je sais pas. Il y a les animaux qui font ça, Ouais. Kevin. Est-ce que Ben, t'es un animal? Peut-être. Ok. Ah, ben écoute, je vais me poser la question après l'épisode. Merci Andréane. Donc vous, j'espère que vous avez profité de cette belle éclipse qu'on va revoir dans, je pense, c'est 80 ans ici au Québec, total. C'est quelque chose dans le genre, je pense. Fait que j'espère que vous en avez profité. Ouais, parce que nous, on sera plus là. Non, ça m'étonnerait bien gros. Alors, écoute Andréane, si t'as rien à plugger, Toi, est-ce que t'as vu quelque chose? j'ai écouté quelques trucs, dont une série que je vais plugger dans la critique qu'on va faire parce Ok. qu'il y a un lien que je peux quand même faire. Sinon, c'est ça. Je vais me garder juste la petite série. Ok. Puis je pense qu'on va se lancer tranquillement dans le vif Alors, du sujet. lançons-nous. Ouais. Donc, comme on l'a dit, on se répète, on va faire Dune partie 2 aujourd'hui. Mais c'est une adaptation Mhm. des livres de Frank Herbert. Oui. Très bien dit. Mais c'est ça. Puis avant de me lancer là, dans la critique, je pensais que ça serait intéressant de peut-être juste faire des petites nuances parce que Denis Villeneuve il a pris quelques petites libertés Mhm. dans son adaptation. Puis je trouvais ça quand même intéressant de nommer qu'est-ce qui diffère du livre versus l'adaptation. OK. Je te laisserai introduire, Andréane, peut-être une des différences qu'on peut retrouver. Oui. L'une des différences, je vais commencer. Je sais pas si tu l'avais.
OK. Une des différences, c'est entre autres quand le neveu du baron introduit sa main justement dans l'espèce de petite boîte qui lui est présentée par la Bene Gesserit. Oui. Et finalement, il passe le test de la douleur. Donc, dans le film, donc il rentre sa main, il survit au test. Ouais. Mais dans le livre, ça n'arrive pas. OK. Cette scène n'existe pas dans le livre parce que techniquement, il n'y a que Paul qui peut passer ce test en étant un homme parce qu'il a reçu une formation de Bene Gesserit, ce qui n'est pas le cas du neveu du baron. Donc, il devrait pas être capable de passer ce test-là. Ah, ouais. Ouais. Ah, c'est intéressant. Ça te montre sûrement, il voulait peut-être essayer de, je sais pas, de build up son personnage, montrer qu'il était fort. Oui, montrer que ça pourrait être vraiment un deuxième Paul, une possibilité, donc une alternative à Paul s'il ne réussit pas. Mais techniquement, c'est pas possible. Ah, ouais. Ah, c'est intéressant. Puis, tu sais, on pourrait même voir un peu une espèce de miroir entre les deux personnages. Mm-hmm. Paul étant plus du côté lumineux, puis l'autre, c'est quoi déjà son nom? Je l'ai en plus. Sinon, on va le nommer un peu plus tard. On va le nommer plus tard. Ce personnage-là, joué par Austin Butler, qu'on va revenir parce que sacrée performance d'Austin Butler. Mais il est toujours solide. Je le sais. C'est un acteur que j'apprécie vraiment beaucoup. Puis, mais très, très intéressant comme nuance. Merci. Moi, j'en avais d'autres aussi au niveau du personnage de Shani. Oui. Ça, tu l'avais vu aussi? Oui, ben vas-y, peut-être. Dans le roman, Shani, puis là, on va vraiment plus donner les différences avec Dune partie 2 et le roman. Mm-hmm. Donc, dans le roman, Shani reste toute sa vie aux côtés de Paul. Oui. Elle va jamais comme se rebeller un peu contre lui. Non. Puis elle va jamais non plus cesser de le soutenir, même si Paul épouse je pense que c'est la princesse Irulan, quelque chose comme ça. Ça va toujours pour Paul, Shani va rester sa favorite. Puis c'est la femme qui va aimer. Puis dans le livre même, Shani va donner naissance à un petit garçon. Fait que Paul et Shani vont avoir un enfant ensemble. Mm-hmm. Puis c'est à peu près quand Paul va préparer, je pense, sa révolte. Le bébé va être tué par une attaque ennemie. Puis ça va arriver juste avant que Paul reprenne le contrôle d'Arrakis. Puis c'est un peu aussi ça qui va faire en sorte là que Paul va vivre comme une grande frustration. Puis tu sais, je trouvais que cet élément-là, il était quand même vraiment intéressant. Puis je trouvais ça plate, finalement, qu'on l'aille pas dans le film, parce que ça aurait donné, on dirait, un petit peu plus de profondeur, peut-être, à leur relation. Mais en même temps, ça colle beaucoup plus au personnage de Shani qu'elle s'en aille. Oui, ben oui, oui. Que finalement, qu'elle reste pas seulement sa concubine. Non, c'est ça. Même si techniquement dans le livre, il ne couchera jamais avec la princesse. Donc c'est vraiment il n'a qu'une relation sexuelle qu'avec Shani, jamais avec la princesse. Mais quand même, tu passes second violon, puis effectivement, ça colle pas au personnage d'accepter cette espèce de rôle secondaire là, puis de voir l'homme qu'elle aime finalement devenir ce qu'elle ne voulait pas qu'il devienne. Finalement. Exact. Puis tu sais, même on pourrait peut-être faire un lien. Là, je m'avance un peu dans mes propos, mais on pourrait quasiment faire un lien avec l'époque que le livre a été écrit, où est-ce que, tu sais, on dirait que c'est un peu plus comme la femme était comme plus dans l'ombre des hommes, puis tu sais, là on est vraiment dans le livre, on dirait avec une Shani un petit peu plus soumise, sans le dire comme ça, mais c'est un peu ça, versus l'adaptation de Denis Villeneuve qui est plus moderne, puis on a une femme forte, une femme qui va suivre ses convictions, puis tu sais, c'est quand même intéressant aussi comme nuance entre les deux. Autre élément qui diffère, c'est la sœur de Paul. Oui, qu'on Alia. voit 2 secondes d'écart. Oui, Alia. Oui, exactement. Tu l'avais aussi? Ah oui. Ben, je vais te le laisser, Andréane, si tu veux l'amener. En fait, le personnage, le bébé, donc la petite sœur de Paul, devait naître au moment où il a pris justement cette espèce de liquide bleu qui est l'essence de la vie, l'eau de vie. Ça devait justement déclencher l'accouchement chez la mère, ce qui n'est pas le cas dans le film. Exact. Et au lieu de ça, donc on a plutôt cette mère possédée par l'esprit de sa fille qui lui-même est possédée par d'autres esprits. Beaucoup de possession. Oui, exactement. Beaucoup de possession, donc qui crée cette espèce de rôle étrange avec la mère qui parle à sa fille qui est dans son ventre. Ça n'arrive pas dans le livre parce que la mère a accouché.
Exactement. Exact. Puis en même temps, l'eau de vie donne des super pouvoirs à Alia. Oui. Puis ça va même y donner, je pense, c'est ça que j'avais lu, là, elle va naître avec déjà une mentalité d'adulte, puis elle va être capable de s'exprimer parfaitement bien. Mais c'est pour ça qu'elle résonne dans l'estomac de sa mère, dans le ventre de sa mère. Ouais. Mais bref, on est censé vraiment le voir concrètement sur le bébé et pas penser que c'est peut-être la mère folle, parce que je sais pas pour toi, mais moi au début je doutais vraiment là, que le bébé soit conscient puis que ce soit juste pas juste dans la tête de la mère. J'étais comme, oh mon Dieu, la mère est devenue folle. Ouais, puis je pense que c'est au moment qu'on voit Anya Taylor-Joy que là, j'ai fait comme, OK, tu sais, c'est sa sœur, puis là, tu cliques, mais tu sais, ce bout-là, il arrive vraiment tard dans le film. Oui, tu doutes de la sanité de la mère jusqu'à ce moment-là. Surtout qu'elle-même, à un moment donné, est comme, on va répandre un peu la prophétie à travers les plus faibles, puis on va comme les manipuler. Puis là, j'étais comme, OK, elle est folle. Elle est pas bien, là. Mais c'est ça, puis dans le livre, pendant 2 ans, Alia va comme être aux côtés des Fremen, puis elle va apprendre à mieux contrôler ses pouvoirs, tout ça. Puis là, je m'étais dit, tu sais, pourquoi que Denis Villeneuve a pas justement décidé de nous montrer sa sœur jeune? Puis là, en faisant plus de recherches dans le livre, on s'aperçoit que c'est ça, c'est un bébé qui a des connaissances puis une mentalité d'adulte. Fait que, tu sais, adapter ça, c'est comme impossible. Ouais, je pense qu'il a pas... Attends. Je pense qu'il a voulu ne pas répéter l'erreur qu'il y a eu dans le dernier Twilight. Oui, c'est... D'avoir cette espèce de bébé en image de synthèse qui était absolument horrible. Oui, j'avais complètement Donc, je pense que c'était pas... Ouais. Je pense que c'était pour ça. Ouais, c'est ça, exact. Définitivement. Puis je sais pas si t'avais même vu que c'est Alia qui est supposée tuer le baron. Ah non, ça je savais pas. Ouais, c'est elle qui le tue, puis elle le tue avec une aiguille empoisonnée, l'espèce d'aiguille qui te met dans le cou quand tu mets ta main dans la boîte. C'est elle qui va le tuer de cette façon-là, parce que je pense qu'à travers une guerre, elle va se faire attraper, puis là, ça va comme être le moyen de pression contre Paul, mais finalement, c'est elle qui va se débrouiller toute seule, puis elle va le tuer. J'avais lu quelque chose comme ça. Fait que c'est quand même vraiment intéressant de voir qu'il se fait tuer par la sœur de Paul. Donc, encore une belle petite nuance qu'on a avec le livre. Puis, un élément que je t'amène, que je trouve quand même triste, toi, en plus, qui as écouté, là, on va en parler un peu plus, mais qu'on arrive dans la critique, parce que le monde, tu sais, je veux quand même qu'il puisse savoir ton appréciation de l'univers de Dune. Mais on a un personnage qui se fait juste effacer avec le premier film. Je sais pas si tu t'en souviens. C'est, là, je vais sûrement massacrer son nom, c'est Thufir Hawat, là. L'espèce de robot humanoïde. Tu sais, avec les yeux blancs, bleus, là, tu le vois beaucoup dans le premier. C'est comme un espèce de conseiller de Paul puis de son père. Oui! Les cheveux blancs, puis c'est comme un genre de robot. Oui. Ben lui, il est juste effacé. Dans le 2, tu sais, tu le vois pas du tout. Ah, mais j'avais compris qu'il était mort dans le 1. Non, même pas. C'est ça, en faisant des recherches, il survit bel et bien. Puis il a juste été complètement effacé. Ah ouais? Puis d'après les recherches que j'ai fait, puis d'ailleurs, je vais citer Denis Villeneuve parce que il en a parlé, il s'est fait interviewer là-dessus, puis il avait dit « J'étais amoureux de Thufir Hawat. C'est un personnage que j'adore, mais j'ai dû faire le choix difficile de faire une adaptation du Bene Gesserit et de se concentrer sur le film sur cette organisation-là. » Puis là, il disait qu'il aurait voulu en fait avoir plus de ce personnage-là, mais un moment donné, c'est qu'il se ramassait quand même à avoir beaucoup de personnages. Là, t'en as en plus des nouveaux qui arrivent dans le 2. Fait que ça devenait compliqué de donner du temps à tout le monde. Fait qu'il a fait des choix durs, mais il l'a juste effacé. OK. Ouais. Ah, je m'en suis pas rendu compte. Puis en plus, ce qui est intéressant, c'est que dans le livre, considérant que ce personnage-là a quand même une place importante, c'est lui qui va faire rentrer, je pense, un combattant dans l'espèce de combat de gladiateur qu'on voit dans le 2. Ouais. Un moment donné, le baron, il enlève, je pense, il empoisonne pas un des gars pour affronter son neveu. Exact. Mais dans le livre, c'est ce personnage-là qui a été effacé, qui fait rentrer un combattant. Donc, il a réussi à quitter Arrakis et à se rendre sur... Ouais, je pense qu'il s'est comme fait attraper, puis là, il survit comme là-dedans. Puis un moment donné, ils vont y faire des trucs qu'il sera pas trop d'accord, puis il va décider de se suicider. Ah! Ouais, dans le livre, c'est comme ça. D'accord. Ouais. Mais c'est intéressant de savoir que normalement, ça aurait été supposé être lui
qui fait rentrer un gladiateur qui est pas empoisonné pour se battre contre le neveu. Quand même. Mais tu vois, j'embarque à 100% dans l'adaptation. Je m'étais pas rendu compte que le personnage manquait. En plus que tu les écoutés rapprochés. Oui, je les ai écoutés rapprochés. Puis j'ai pas trouvé là, que l'explication du pourquoi, justement, finalement, il y a un combattant qui est pas empoisonné. J'ai pas trouvé qu'elle faisait pas de sens. Non, c'est ça. Il a réussi à trouver quand même une belle façon de présenter ça. C'était parfait. Puis même aux mains du baron, on dirait que ça fait vraiment beaucoup de sens. Parce ça fit avec le personnage. Ben, c'est ça qui veut comme en plus tester son neveu. Fait que tu fais comme c'est super cohérent. Il y a rien d'intense. Puis c'est ça quand même qui est le fun avec Denis. Il a pris certaines libertés, mais des libertés qui font du sens aussi, puis qui est en même temps respectueuse envers l'univers de Franck. Fait que tu sais, c'est rien comme je trouve, de irrespectueux dans sa façon de faire. Fait que c'est super intéressant. Puis voilà. Est-ce que tu avais d'autres choses dans les nuances entre les deux? Non, ça s'arrête pas mal là, ce que j'avais. OK. Je n'avais quand même deux autres que j'aimerais présenter. Il y a comme une partie aussi beaucoup politique dans Dune. Puis selon les livres de Franck, lui, il met principalement en avant des manœuvres politiques, des trahisons puis des joutes verbales. Puis il y a quand même quelques scènes de guerre, mais c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus au niveau de la politique. Puis ça, c'est un élément que je trouve intéressant parce que moi, n'ayant pas lu les livres, puis même, tu sais, je me suis pas tant documenté sur les livres, tu sais, je trouvais que Dune, c'était dans mes commentaires plus négatifs, je trouvais qu'il manquait un peu d'action. Puis tu sais que je voulais comme plus de guerre, plus d'épique en fait, mais tu sais, c'est en ayant, on dirait, cette information-là, ben tu te rends compte que c'est il en a rajouté. Oui, c'est ça, puis que c'est pas vraiment ça l'essence tu sais, de Dune. Fait qu'on dirait que ça vient comme retravailler un peu mon commentaire négatif. Puis je me dis, ben encore une fois, il a quand même essayé de rester respectueux envers l'œuvre. Puis même que c'est ça, il a quand même mis une couple de scènes d'action pour essayer de rythmer son film. Mais c'est quand même super intéressant de voir qu'à la base, Dune, c'est vraiment une saga qui est beaucoup plus politique. Fait que ça, c'est intéressant aussi comme univers. Puis, bon, dernier petit élément qu'on voit pas dans le film, puis que le monde pense peut-être qu'on va voir dans le 3, parce que là, à l'heure qu'on enregistre, on peut officiellement le dire, Messiah, il est approuvé, le feu vert est lancé. Ouais, fait qu'il va y avoir un 3 qui va être lancé sous peu, mais Denis Villeneuve, il avait dit qu'il voulait prendre comme un break entre le 3. Parce on peut comprendre quand même. Ah, c'est du stock, là, faire ça. Là. Puis tu sais, t'es dans le désert, tu gères vraiment beaucoup de pression parce que c'est des gros budgets, c'est pas rien quand même avoir ça sur ses épaules. Puis il y a beaucoup de standards au niveau de la manière dont le film est réalisé. Là, il se met plusieurs niveaux de difficulté, disons. Là. Il prend pas les chemins les plus simples. Non, c'est ça. Puis étant un réalisateur qui va prôner le pratique, ben encore là, ça te prend des vrais décors. Puis quand tu parles de vrais décors, ben là, ça te prend... Faut que tu joues avec la luminosité naturelle. C'est vraiment plus difficile comme approche, mais ça te fait des films vraiment incroyables au niveau de la photographie. Mais un élément que je trouve quand même important, faut se rappeler que Arrakis, en fait, contient l'épice. C'est de ça principalement qu'ils vont vouloir se faire la guerre. Mais l'épice, en tant que tel, il est convoité parce que c'est ce qui permet, en fait, les voyages interstellaires. Ouais. Mais la façon qu'ils vont faire les voyages interstellaires, c'est plus qu'ils vont donner cette épice-là à une espèce de créatures mutantes, puis ils sont décrites comme étant des sortes d'humanoïdes batraciens vivant dans des genres de cuves des vaisseaux. Puis c'est qu'ils vont nourrir ces espèces de bébites-là, d'après ce que j'ai compris, avec l'épice. Puis c'est eux, après ça, qui vont faire les calculs pour trouver les chemins interstellaires. Fait que ça, c'est intéressant. Puis je me disais, justement, tu sais, ça serait le fun de voir ces créatures-là à l'écran. Parce qu'en plus, on se rappelle, Denis avait réalisé Arrival. Je sais pas si t'avais vu Arrival. Oui, j'ai vu Arrival. Tu sais, il y a déjà un côté un peu avec, tu sais, les extraterrestres. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant qu'on puisse, un moment donné, voir sa vision de ces créatures-là qui nous amène ça à l'écran. Puis juste de voir aussi comment que cette épice-là est utilisée. Tu sais, ça serait vraiment le fun. Puis là, ben, on s'entend que dans Messiah, je pense qu'on va être beaucoup plus, justement, dans le promenage interstellaire parce que là, Paul va aller faire la guerre à tout le monde. Donc, oui, on va pas rester juste sur Arrakis. C'est ça, exact. Donc, peut-être qu'on va voir ces créatures-là dans la suite. Puis, les créatures se font appeler les navigateurs de la guilde. Donc, intéressant. Hâte de voir ça. Voilà pour les nuances entre le livre et le film. On va rentrer dans le vif du sujet avec Dune Part 2. Avant, Andréane, rapidement, ouais. Comment tu trouves l'univers de Dune?
ton appréciation là, de Dune 1. Du premier? Oui. Tu veux que je parle du premier? Ouais. D'accord, on va parler du premier. J'avais beaucoup aimé. Je trouvais ça un peu complexe. Oui, définitivement. Donc, un peu compliqué, surtout au début, mais il y a beaucoup d'éléments à mettre sur la table, à expliquer. Par contre, j'avais quand même très bien compris. Mais c'est ça, c'est complexe. Par contre, c'est bien expliqué pour qu'on puisse suivre assez aisément. Donc, déjà là-dessus, bravo. C'est pas facile quand on part sur des grandes œuvres comme ça de science-fiction qui se passent sur des planètes imaginaires avec des peuples entiers là, qui ont des noms qu'on comprend pas. Ouais. Mais quand même, donc vraiment, c'est un gros, pardon mon anglicisme, mais world building, donc vraiment exact. Et finalement, c'était super bien fait. Effectivement, il arrive pas grand-chose. C'est très contemplatif comme première partie. Donc, évidemment, moi, j'ai terminé le premier Dune en me disant, ça manque d'action. J'ai pas l'impression que c'est passé grand-chose. C'est très lent, c'est très long, mais je comprenais très bien là, que clairement, on était en train de mettre la table pour une histoire qui était très complexe, très grande, puis c'était important de bien expliquer les choses dès le départ, sinon c'était facile de perdre les spectateurs. Donc, pour ça, effectivement, c'est un film qui est lent, mais qui est voulu être comme ça. Donc, pour ça, j'ai rien à dire. OK. Puis, ta note? Là, je viens de... Ta note, Andréane? Ma note, je lui donnerais un 8 sur 10. Ah, OK, quand même. OK. OK. Je m'attendais... Moi, je pense que moi et Nick, on avait donné quelque chose comme dans les alentours de 9. Un truc comme ça. OK. Parce que ça reste... Veux pas, ça reste... C'est pas le film que j'ai énormément de plaisir à réécouter. Ça. Exact. Puis, tu sais, ça, c'est un bon point parce que même avant d'aller voir Dune 2... je voulais revoir la partie 1, puis je l'ai en Blu-ray, qui est même pas déballé d'ailleurs. Okay. Puis à chaque fois je veux le déballer, je me dis, c'est parce qu'on dirait qu'il est juste, il tease pour le 2. Ouais. Fait que surtout quand là t'as vu le 2, on dirait que le premier te semble plus difficile à te retaper, là. Fait que je te file là-dessus, j'ai beaucoup de difficultés, on dirait, à me setter pour réécouter le premier. Ouais. Fait que, effectivement. Oui, je l'ai réécouté, en plus, le premier, avant d'aller voir le 2. Je voulais me remettre dans l'histoire et tout, puis c'était parfait parce qu'il y avait beaucoup de mots de vocabulaire que j'avais oubliés, de noms, de peuples et de ci, de ça. Donc, déjà là, ça aidait énormément. Mais une fois passé le grandiose de la première fois, parce que c'est ça qui est le fun la première fois, c'est magnifique, c'est l'effet de surprise, mais de réécouter en sachant à quoi tu t'attends, d'avoir déjà vu les images et tout, oui, c'est beau, mais c'est pas fun. Non, exactement. Puis tu sais, c'est quand même lourd. Oui. Tu sais, malgré tout, c'est long en plus. C'est long. Ben oui, t'as beaucoup de dialogues, puis comme tu l'as dit, très peu de scènes d'action. Puis même que moi, c'était une de mes critiques, je trouvais que les scènes d'action du premier, on dirait que Denis avait de la misère un peu à les maîtriser. Il y avait une scène avec Jason Momoa, là, quand il se sacrifie dans une espèce de couloir. Ouais. Je trouvais que c'est mal filmé. On dirait que t'avais de la misère à savoir les coups venaient de où, qu'est-ce qui se passait exactement. Fait que c'était très chaotique. Puis ça m'inquiétait pour le 2. Je me disais, est-ce qu'il va réussir finalement à filmer des scènes d'action? Puis c'est ça, tu sais, la seule chose qui est vraiment comme... qui reste du premier tant qu'à moi, c'est l'univers de Dune. Mais comme tu dis, une fois que tu sais à quoi t'attendre, est-ce que c'est suffisant pour te donner le goût de le réécouter, tu sais? Versus le 2, je trouve on va beaucoup plus loin. On a plein de scènes magnifiques. Puis que, tu sais, il y a quelque chose de plus profond qui nous donne le goût d'y aller. Fait que 8 sur 10. Ouais. Cool. Excellent. On va voir si la part 2 t'a satisfaite un peu plus. D'accord. Fait que voilà, on va y aller avec la fiche technique comme d'habitude. Les notes sur Rotten Tomato, on a 93% pour Dune Part 2, puis j'ai quand même noté que le Part 1 avait 83%. OK, donc ça correspond pas mal à la note que je lui ai donnée. C'est ça, exactement. On a un 10% de plus. Puis IMDb, on a un 8.7 sur 10 versus le premier qui avait 8.2 sur 10. Fait que c'est quand même des très bonnes notes aussi. Là. Quand même. Un film de sci-fi. On a une durée de 2h46 et de mémoire, je crois que le premier durait 10 minutes de moins. Là. Quelque chose comme ça. Là. Ouais, on était dans le 2h30. Ça en fait le film le plus long de Denis Villeneuve. Oui, effectivement. Avec, il y a eu Blade Runner qui était à 2h44. Ah, c'était
44. Ah, fait 2 minutes de... 2 minutes de plus. Wow, je suis sûr qu'il l'a travaillé en plus, juste pour dire, mon père a 2 minutes de plus. C'est super intéressant. Puis le budget, on a 190 millions versus le premier qui avait 165 millions. Fait, quand même. Puis en plus, tu te dis, il y a quand même pas mal de décors, il y a pas mal, une base déjà de faits. Fait que là, on se retrouve avec un budget encore plus gros, mais là, c'est sûr que le casting est agrandi. On a des acteurs vraiment très populaires dans ce film-là. Donc, intéressant qu'il y ait eu une augmentation dans le budget. Maintenant, on va parler box-office. On a 685,3 millions pour le 2, ce qui est quand même vraiment bien. J'ai pas regardé, par contre, si c'était le meilleur film au box-office de Denis Villeneuve, mais il doit être dans ses tops. Là, mais il est pas encore au cinéma? Oui, il est encore projeté dans certaines salles. Là. Oui, c'est sûr que ça va changer un petit peu encore. Okay. Puis le premier, il avait fait 431,1 millions. Donc, on a une belle augmentation. Puis, je vais aller jusqu'au casting. Parce que, tu le sais, moi, c'est horrible. Le réalisateur, on en a parlé beaucoup, Denis Villeneuve. Si vous n'avez pas vu, si vous connaissez pas Denis Villeneuve, allez voir sa filmographie. C'est vraiment des films exceptionnels. Photographie, on a le même que dans le premier, donc Greg Fraser. Musique, pas besoin de le présenter, mais c'est Hans Zimmer, évidemment. Puis, écoute, je te laisse te faire plaisir avec le casting. D'accord. Alors, dans le rôle de Paul Atreides, nous avons Timothée Chalamet. Ouais. Ensuite, dans le rôle de Dame Jessica, nous avons Rebecca Ferguson. Et dans le rôle de Shani, nous avons Zendaya. Oui. Ensuite, pour le baron, on a Stellan Skarsgård. Est-ce que tu connaissais le fun fact qui est écrit là? T'avais checké au niveau du make-up? Non, j'avais pas regardé. Hey, ça m'étonne de toi, ça. Tu veux que je le dise? Vas-y. Okay, tu vas l'apprendre en même temps. Oui. Alors, le maquillage du corps, on rappelle pour le personnage du baron, a nécessité 8 heures à appliquer et 2 heures à retirer pour chaque jour de tournage. Il n'a rien bu et a pris des pilules d'Imodium pour éviter d'avoir à aller aux toilettes pendant les jours de tournage. Horrible! C'est être prisonnier de son rôle. Exactement, ça devait être épouvantable. Épouvantable. Mais tu sais, en plus, quand tu vois le résultat, c'est exceptionnel, là, son espèce de prothèse, puis j'avais lu, je pense qu'elle pesait quelque chose comme 40 livres. Là. Puis là, tu te dis, en plus, tu vas pas aux toilettes parce que là, tu viens de passer 8 heures à te faire installer tout ça. Fait que, tu sais, tu dois pas être bien. Donc vraiment, tu sais, tu bois pas beaucoup, sûrement, justement, tu veux pas risquer de faire un petit peu pis, puis fuck all. Fait que, épouvantable. Mais c'est très intéressant, par exemple, de savoir ça. Je continue donc. Dans le rôle de Gurney Halleck, nous avons Josh Brolin. Ensuite, dans le rôle de Rabban, dit la bête Harkonnen, nous avons David Bautista. Ensuite, pour le rôle de Stilgard, nous avons Javier Bardem. Dans le rôle de Feyd Rautha Harkonnen, c'est le neveu du baron. C'est lui que je parlais tantôt avec la boîte. Oui. C'est Austin Butler. Yes. Et finalement, dans le rôle de la princesse Irulan, nous avons Florence Pugh. Alors, dans le rôle de l'empereur Shaddam IV Corino, donc nous avons Christopher Walken. Fun fact, il est sorti de sa pré-retraite des 4 dernières années pour prendre le rôle de l'empereur. Je veux dire, quand c'est Denis Villeneuve qui t'appelle pour prendre un rôle, là, tu sors de ta retraite. Exactement. Ouais. On a Léa Seydoux qui est Dame Margot Fenrig, donc c'est elle, qui est française. Et dans le rôle de Alia Atreides, nous avons Anya Taylor-Joy. Pour un beau 2 secondes et quart. Un beau 2 secondes et quart. Mais on se doute que si tu castes Anya Taylor-Joy pour un 2 secondes et quart, c'est parce que tu vas la réutiliser. Ben oui, puis anyway, je pense pas qu'elle aurait accepté d'être juste comme montrée 2 secondes dans un film. Je pense que j'aurais accepté. De Denis? Denis, ouais. Ben c'est sûr, ouais. Il y a peut-être de quoi d'intéressant. Est-ce que tu peux faire 2 secondes dans un film de Denis? Oui. Ouais, j'avoue, c'est vrai. Je vais avec le synopsis ou je te le laisse? Tu veux que je le fasse? Ben oui, certainement. D'accord. Vas-y, Andréane. Est-ce que c'est un synopsis signé de ta plume, Kevin? Non, aucunement. Je me suis pas mis cette responsabilité-là. Merci à Wikipédia. Alors,
Synopsis. Paul Atreides se rallie à Chani et aux Fremen tout en préparant sa revanche contre ceux qui ont détruit sa famille. Alors qu'il doit faire un choix entre l'amour de sa vie et le destin de la galaxie, il devra néanmoins tout faire pour empêcher un terrible futur que lui seul peut prédire. Bravo, Suspense. Ouais, fait que c'est pas mal ça. On a un synopsis. Je me rappelle quand j'avais fait celui du premier, c'était assez intense. Là, on a un petit synopsis. On reprend pratiquement même à la fin du premier. Là, on parle vraiment, tu sais, c'est pas tant une suite, là, c'est vraiment une partie 2. Donc, on poursuit l'aventure qui a été entamée dans le volet précédent. Puis on le reprend là vraiment là, pratiquement. On est quelques heures après. Oui, c'est ça, exact. Puis tu sais, il traîne encore le corps de celui qui s'est battu contre Paul. Exactement. On est vraiment très près. Donc ça, c'est super intéressant. T'as l'impression d'avoir juste été te chercher un verre d'eau puis de revenir. Exact, et là, pouf, tu reprends ton aventure. Exact. Andréane, aujourd'hui, pour attaquer Dune, j'ai envie qu'on parle plutôt des points positifs et des points négatifs. Parce que là, il y a quand même beaucoup de points... Ben, pas beaucoup, mais il y a des points négatifs. C'est pas un film qui est parfait. Mais on va commencer avec le positif parce que c'est un film qui regorge de positifs. Allons-y. Et écoute, quand on parle de positif, quand on parle d'éléments cruciaux pour Dune... Tu veux parler de la musique? Oui. Vas-y, Kevin, parle de la musique. Ben, juste Hans Zimmer, en fait. Un truc que je trouve vraiment le fun de lui, puis c'est on avait parlé dans une autre critique qu'on avait fait que Hans Zimmer, je pense qu'il avait fait de la musique. Ça m'attriste parce que depuis une couple d'années, Hans Zimmer, on dirait qu'il fait plus tant de musique, de soundtrack, qui a une identité à elle-même, tu sais, que tu peux sortir du film et l'écouter en dehors. Alors qu'on était habitué à ça avec tout ce qu'il a fait, là, Pirates des Caraïbes, Gladiator, puis penser à une bonne soundtrack, c'est lui qui l'a fait. Mais là, je trouve que dans ce film-là, on a enfin un retour grandiose de Hans Zimmer, particulièrement pour le thème de Chani et Paul. C'est un thème incroyable que j'ai écouté plusieurs fois après d'avoir vu le film et je trouve que c'est juste... je sais pas, du bonbon pour mes oreilles. C'est tellement touchant, puis on dirait qu'on retrouve un peu un style à la soundtrack de Gladiator, Now We Are Free. Puis ça me fait du bien. Je suis content de rendre. Ah! C'est émouvant! Ouais, vraiment heureux, ouais. Et toi, comment tu trouvais la musique? J'ai beaucoup aimé aussi la musique, je l'ai remarqué. C'est sûr que les voix là, des chanteuses, c'est ce qu'on retrouve constamment là, sur les réseaux sociaux là, quand on parle de Dune, mais elle est quand même absolument incroyable, cette musique, ce jeu de voix qu'on arrive à retrouver qui donne tellement d'intensité au paysage qu'on voit. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que Hans Zimmer s'est quand même attardé à tenter d'attribuer à chaque population, à chaque planète, vraiment une sonorité qui est très différente. Par exemple, sur la planète des Harkonnen, c'est une musicalité qui est très brutale et industrielle. Donc, chez eux, on dirait qu'on dîne dans une fonderie. Exact. À l'inverse, le monde des Fremen, c'est porté par le vent du désert, c'est des sons naturels, simples. Il y a beaucoup de sonorités de bois, puis on entend vraiment le bruit du sable dans la partition. Le grain de sable. Le grain de sable, c'est particulier. Oui, absolument. Puis c'est bien que tu nuances, parce qu'effectivement, selon où on se trouve dans le film, effectivement, la tonalité de ces soundtracks vont sonner différentes. Puis c'est quand même un travail vraiment ardu à faire parce que tu vas aller créer une identité propre à chacun des environnements où tu vas trouver. Tu leur attribues vraiment une identité par le type d'instrument que tu vas choisir. C'est comme ça que tu définis leur personnalité. Exact. C'est fort. Oui, puis ça colle, on dirait, à la culture de cette... à la culture de ces différents peuples-là. Comme tu l'as dit, effectivement, les Harkonnen, on est vraiment dans quelque chose de plus industrialisé, puis on dirait que c'est brut, c'est fort, c'est obscur. On dirait que, je sais pas, c'était comme dans l'ère de l'industrialisation. Là. Je sais pas, il y avait quelque chose qui filait là-dedans. Fait que c'est vraiment un beau travail de Hans Zimmer que je suis content. Puis en plus, on va en reparler dans la scène finale du film, mais la soundtrack, elle joue à fond la caisse. Le climax, il est là. Bref, je m'en vais déjà à la fin, fait qu'on va se ramener un petit peu. J'ai hâte à certaines scènes. Mais je t'inviterai, Andréane, à ce qu'on parle du casting, parce que dans ce film-là, une grande partie du succès du film
repose entre les mains de son casting. Puis en plus, on a un jeune casting. Donc ça, c'est quand même une grande responsabilité. Mais avant d'aller vers le casting, je voulais juste terminer avec la sonorité. Oui, vas-y, ça m'a déstabilisé, ça. On dirait que tu m'as lancé un son. Oui, je te lance des signaux. C'est correct, tu les reçois. Ouais. Je vais peut-être mourir après, mais je les reçois, c'est correct. On a parlé de la musique, mais j'aimerais parler du bruitage. OK, ben oui. Je sais pas si tu avais quelque chose à dire sur le bruitage. Écoute, il y a du bruitage dans le film. Vas-y, pour l'instant, c'est ma touche. Alors, je veux dire que dans le film, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce qu'ils ont utilisé... Alors, c'est sûr qu'il y a des bruits de trucs communs, donc on connaît, par exemple, le bruit du vent, le bruit du sable, ce genre de choses-là. Mais on est quand même dans un univers extraterrestre, donc il y a des choses avec lesquelles on n'est pas habitué, donc qui peuvent sonner peut-être... étrangers. Exactement. Donc, qui offrent des sons un peu particuliers. Mais en fait... comment ça a été fait pour penser le bruitage du film? C'est qu'en fait, on a pris des bruits communs pour tout ce qui est extraordinaire. Par exemple, le ronronnement de chats et autres pour les technologies extraterrestres. Okay? Et on a pris des bruits extraordinaires, donc vraiment des bruits générés pour tout ce qui est commun, comme le sable. Le bruit du sable, c'est pas le vrai bruit du sable. On a généré un nouveau bruit pour le sable. Donc, c'est pour ça qu'on a l'impression d'être sur une planète extraordinaire, mais où les choses nous semblent familières. Oui. Ouais. C'est bien cool, ça. Parce qu'effectivement, c'est ça, quand tu parlais, tu sais, du sable, tout ça, oui, il y a une ressemblance, mais on dirait qu'il y a quelque chose de plus cristallisé dans le... Tu sais, il y a vraiment des sonorités qui se fait comme... Ça sonne comme du vent. Ça me dit de quoi, mais c'est pas ce que je pense que c'est. Le sable sonne pas comme ça à mes oreilles. Quand moi, ça fait crunch, crunch, crunch. Oui, mes doigts, ça fait pas comme... Oui, c'est ça. Hey, c'est vraiment intéressant. Un gros travail, effectivement, de son a été fait. Puis, juste pour créer cette espèce d'ambiance-là. C'est tellement cool. C'est ça, tu sais, c'est juste le bon milieu parce que t'es pas trop dépaysé, mais en même temps, tu le sais que t'es pas dans ce que tu connais. Exact. Tu sais que t'es ailleurs. Oui, mais tout en ayant quand même des similitudes avec ce que tu connais. Wow! Et c'est bien que tu apportes ça, Andréane. Merci. T'approuves le fait que je t'aille interrompu pour te dire ça? Oui, que tu m'aies lancé ton sort, là. Oui, j'approuve ça, Andréane. Est-ce que là, on passe... je te donne la permission. OK, c'est bon. Donc, on va aller avec le casting parce qu'il y a vraiment des éléments que je trouve super intéressants de nos acteurs. Et moi, j'étais un grand fan d'Austin Butler. Puis tantôt, je te parlais que j'avais écouté une série. Oui. Puis je voulais la plugger pendant le film. Ben, je vais la plugger direct là, Andréane. Vas-y. Ouais. Petit aparté rapidement, mais c'est avec Austin Butler. Je sais pas si tu avais déjà vu les séries faites par Steven Spielberg puis Tom Hanks de guerre. On a eu Band of Brothers. Après ça, on a eu The Pacific, qui est 2 séries. Band of Brothers, tu suis les parachutistes en Normandie. De Pacific, tu vas suivre évidemment les soldats qui ont été dans le Pacifique, les Marines. Et récemment, sur Apple TV, on sorti la 3e série de cette suite-là de guerre. Puis c'est Master of the Air. OK. Puis là, tu suis les bombardiers qui étaient dans les avions pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et un des acteurs principaux de ce film, c'est Austin Butler. Ah! Et ça, je trouvais ça vraiment intéressant parce que c'est un acteur qui est incroyable. Là, je me disais, tu sais, dans une série de guerre comme ça, puis c'est des séries qui sont super acclamées au niveau de la critique, c'est de très grosse qualité. Fait que j'avais vraiment hâte de voir ça. J'ai écouté la série au complet. Il en sortait une à chaque semaine. À chaque semaine, je me tapais l'épisode et c'était vraiment excellent. Puis Austin Butler, c'est un acteur vraiment talentueux qui est capable de jouer dans plusieurs types de rôles différents. Puis, tu sais, il a même fait Elvis, là. C'est vraiment pas rien. Puis c'est un acteur qui se donne. Il a un charisme incroyable. Définitivement qu'il y a une grande carrière devant lui. Puis j'adore Austin Butler. Puis c'est définitivement, en tout cas, je suis vraiment content de voir que sa carrière est lancée comme ça. Puis là, on a comme la première fois qu'il va s'attaquer à une espèce de méchant, mais tu sais, un méchant particulier. Parce qu'en même temps, il y a... Tu sais, c'est ça qui est intéressant. Il y a plusieurs nuances à son personnage dans Dune, puis il y a certaines nuances que je trouve c'est pas facile, tu sais, parce que oui, c'est un grand méchant. En même temps, il y a quand même, on dirait, je sais pas,
je dirais pas une humanité en lui parce qu'il est quand même assez obscur, mais je sais pas, on dirait que des fois il y a il y a plusieurs angles, puis il réussit à quasiment te faire sortir un côté plus, je sais pas, plus tourmenté, plus, tu sais, je sais pas comment le dire, mais je trouve que son personnage il est très nuancé. Ah, moi, il m'a mis mal à l'aise du vrai? début à la fin. Oui, oui. Vraiment, dans son rôle pas de sourcils en plus. Mais là. Non, mais psychopathe, là, quand tu vois un il peu... Il tranche des gorges. Oui, c'est ça. Puis les gens qui le suivent, puis ils donnent la chair crue aux filles. Puis je suis profondément dérangée par ce personnage. Mais c'est bien, c'est ça le but. Il a bien joué. Oui. Mais tu sais, dans la scène avec Léa Seydoux, quand elle le suit, puis là, elle va comme coucher avec... J'étais comme, non, fille, mais qu'est-ce que il y a quelque chose, je le sais, mais tu sais, on dirait que c'est comme là, j'ai trouvé que le personnage était plus nuancé, tu sais, parce que j'ai de la misère à le formuler, mais dans ce que j'essaie de dire, c'est que c'est pas juste une brute. Tu sais, il y a une intelligence quand même derrière ce personnage-là, puis c'est ça que je trouve intéressant, parce que des fois, dans des films tu sais, de gros méchants comme ça, tu peux vite perdre ton antagoniste dans un personnage qui est trop caricaturisé. Puis là, on a vraiment, je trouve, une profondeur en arrière du personnage. Tu sais, c'est pas juste un gros méchant, je trouve qu'il est quand même plus nuancé que ça. Et il réussit à amener ça dans son personnage, alors qu'on aurait pu tomber entre les mains d'un autre acteur que t'aurais juste fait, ben oui, c'est un méchant, puis on s'en fout. Mais lui, c'est ça, il réussit à te malaiser, il réussit à aller jouer dans plusieurs zones qui est quand même cool. Puis un autre truc qui est super intéressant de cet acteur-là, c'est que pour ceux et celles qui ont suivi Elvis, ben ils savent, Austin Butler, c'est quelqu'un qui va se donner corps et âme dans son rôle. Puis dans le rôle qu'il a joué ici dans Dune, il a quand même été vraiment à fond la caisse dans son personnage. Puis même juste comment il s'est fait offrir son rôle, tout simplement, Denis Villeneuve, il a pris un café avec, puis il a offert le rôle sans même qu'il auditionne. Là. Quand t'es rendu à ce point-là, puis c'est un jeune acteur, là. Quand même! T'as pris un café avec Denis. Déjà là, t'es genre, je peux mourir. Ma vie est accomplie. Puis tu te fais offrir un rôle quasiment principal dans son film sans même auditionner, là. Denis, si tu nous écoutes, juste prendre un café avec toi, ça va être suffisant. Ouais, un fond de café, là. On ne demande pas grand-chose. Un espresso, là. Ça va être correct. C'est ça, exact. Donc voilà, fait que s'est fait offrir le rôle en prenant un café avec Denis. Et après ça, ben il est parti s'entraîner pendant 4 mois à Budapest en utilisant un programme de remise en forme élaboré par un ancien membre des Navy SEAL. Wow. Fait que tu sais, 4 mois après, il est déjà dans son rôle. Puis il a suivi également une formation vocale pour aller chercher la tonalité du baron, de l'acteur qui le joue, pour essayer de, justement, vu que c'est la même famille, il voulait garder un peu la même tonalité pour que ça soit encore plus réaliste. Puis juste ça, t'es genre, ah man, c'est parfait pour il est vrai. Dédié. Oui, puis c'est ça qu'on veut. Puis tu sais, ça fait un acteur qui va te donner un rôle incroyable. Puis en plus, ben il a improvisé, je sais pas si tu te souviens, mais dans le film, Mané, il va embrasser son baron. Puis je pense que c'est comme après le combat de gladiateur, il va donner un bec sur la bouche, puis ça, c'est improvisé. Ah ouais? Ouais, puis un autre bout, je pense, la première fois qu'il te présente le personnage, puis là, je vais pas trop aller dans cette scène-là parce qu'on va en reparler en détail tantôt, mais comme il liche son couteau, ça aussi, c'est improvisé. Mais ça fit avec le personnage. Mais c'est ça. Donc, voilà. Comment tu l'as trouvé, son personnage, Austin Butler? J'ai trouvé ça dommage, en fait, qu'on l'aille pas plus longtemps que ça. Ouais. Je trouvais que tout le film s'évertue à peut-être montrer qu'il pourrait éventuellement prendre le rôle de Paul, puis que finalement, mais là, les deux sont confrontés dans un combat très rapide, puis finalement, Je le sais. J'étais comme tout ça, tout ce personnage de c'est ça, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Tu sais, il arrive, je pense, quasiment aux 2/3 du film. C'est vraiment comme dans la dernière moitié, quasiment, que tu le vois. Puis tu le vois pas souvent. Non, tu le vois pas souvent, tu le vois pas longtemps. Puis il me semble qu'il aurait fait un bon méchant à long terme. Oui. J'aurais vraiment aimé le garder longtemps comme méchant. Exact. Quitte à ce qu'au pire, dans le 3, tu le tues. Mais... Exact, mais c'est parce qu'il faisait un bon méchant. Oui. C'était un bon méchant. J'apprécie les bons méchants, d'accord? mais je suis totalement d'accord. Puis c'est aussi ça qui est triste. Puis c'était un des éléments que je reprochais au premier. Tu sais, les Harkonnen, t'es vois pas beaucoup. Ouais. T'es vois. Puis même le baron, tu sais, dans le premier, tu vois quelques petites scènes, c'est jamais beaucoup. Dans le deuxième, là, un petit peu, tu le vois encore quelques scènes. Puis alors je trouve qu'ils ont une culture tellement intéressante. Là, ils sont fucking blancs, pas de cheveux, pas de sourcils.
What the fuck, t'as l'autre qui prend son bain de boîte puis qui a l'air de voler dans le ciel avec sa colonne robotique. Pourquoi tu développes pas plus ça? On dirait qu'on a une ambiance, on a une atmosphère, on a des vrais méchants qui sont méchants et qui font peur. Exact, mais dans le premier, on a l'autre, donc on a Raban, en fait, donc qui est l'autre personnage qui est joué par Bautista, qui est pas un méchant convaincant. Non, c'est ça. Lui, c'est comme ce que je disais, la caricature du méchant. Mais oui, mais c'est parce qu'en fait, on comprend finalement que le personnage est pas assez intelligent pour mener à bien tout ce qu'on attend de lui. Il y a pas l'intelligence pour l'intelligence nécessaire pour contrôler toutes les opérations tactiques de guerre. C'est pas un stratège, mais il veut tellement briller devant son nom qu'il a tellement envie de plaire au baron, mais il est pas futé, tu sais, ça le rend presque touchant. Oui, exact. T'as de la peine, en fait, pour lui. Tu te dis, pauvre petit, tu sais, finalement, c'est vraiment juste un jeune garçon qui veut parler à son oncle, qui l'a jamais vu à sa juste valeur, mais tu sais, il est pas assez futé pour se retrouver dans la position là où il est. Tu sais, c'était probablement un bon soldat, mais après ça, demande-lui de réfléchir par lui-même. Même au niveau du soldat, dans le premier, tu peux prétendre qu'il l'est. Dans le 2, tu te rends vite compte que même au niveau du combat, c'est pas tant... Non, c'est ça. C'est vraiment pas tant là, ce personnage-là. Puis ça, c'est effectivement de quoi je trouvais plate, parce que dans le 2, on te déconstruit totalement ce que t'as pu te construire par rapport à ce personnage-là. Tu sais, tes attentes, il a l'air méchant, il a l'air fort, tu te dis, OK, tu sais, ça va être comme notre gros méchant. Puis dans le 2, tu te rends compte que c'est... Il s'écrase. C'est ça, échec après échec après échec. Puis même quand il y a l'opportunité de se battre, il s'enfuit. Fait que, effectivement, c'est quelque chose que je trouvais triste. Exact. À comparer à Fane, tu sais, qui lui, au contraire, est un personnage tellement très fin, très charismatique. Il a full de charisme. Là. Il a roulé un vin de charisme. Oui. Puis nettement plus brillant, tu sais. Et beaucoup plus dérangé, puis sadique et cruel. Oui, puis ça fonctionne. Lui, quand tu lui donnes de quoi entre les mains, il va te le faire. Là. Exact. Il va aller plus loin encore, mais... Mais c'est pour ça, je suis vraiment déçue de pas avoir ce personnage-là comme gros méchant. Ben, c'est ça, puis j'ai l'impression que dans le 3, Messiah, surtout avec la finalité de notre Part 2, j'ai l'impression qu'on va pas tant rester à Arrakis. J'ai l'impression qu'on va plus être dans la conquête intergalactique. Oui, mais tu sais, d'avoir ce personnage-là en conquête... Qui essaie quand même de le rattraper. De contrer, de contrecarrer tous ses plans et tout et tout. Puis tu sais, quand il lui dit finalement, t'es mon oncle, t'es mon cousin, quelque chose comme ça. Oui, le cousin, je pense. Ouais. Cousin, puis là, t'es comme... je sais pas, t'imagines, genre, avoir cette espèce de famille problématique, là, qui le suit partout, puis ça aurait été incroyable. Mais non, finalement, il fait juste mourir platement. Ouais, exact. Dans un combat qui dit, je pense, tu t'es bien battu, Paul, puis un enfant dans le même, puis... Ouais, effectivement. On pourrait passer à Zendaya. Zendaya! Qui est quand même vraiment une autre actrice très talentueuse de la nouvelle génération d'acteurs. Mm-hmm. Je trouvais que dans ce film-là, elle était incroyable. Pour vrai, tu sais, dans le premier, on s'entend, elle arrive presque à la fin du film. Donc, le film commence quand même sur sa voix. Oui, c'est ça. Je pense que tu l'entends parler un peu au travers le premier. Tu l'entends parler, tu la vois, mais à travers les rêves de Paul. Oui, c'est ça. Puis à la fin, tu l'as vraiment qui arrive. Exact. Mais puis j'avais lu justement pour le premier film, je l'avais dit dans la première critique, mais je pense que son tournage ça a été comme 2 semaines ou 4 jours. Pas très long. Je me rappelle pas. Ça. Mais ça a été vraiment court. Puis là, ben, on a vraiment une grande exploitation de Zendaya parce qu'elle a un rôle plus que important dans ce film-là. Puis elle arrive vraiment à jouer parfaitement son émotion. Puis tu sais, il faut savoir que les Fremen, ils ont ils vont jamais pleurer parce qu'ils veulent pas gaspiller l'eau de leur corps, puisque l'eau c'est vraiment une denrée rare à Arrakis. Puis tu sais, il y a des moments clés puis dans sa relation avec Paul où elle va, tu sais, tu le sais que normalement elle aurait pleuré. Puis pour un acteur ou une actrice, tu sais, on dirait que c'est comme la façon de montrer ton émotion. Souvent, tu vas pleurer. Sauf que là, fallait qu'elle arrive à montrer cette émotion-là sans pleurer. Pleurer. C'est ça, parce que les Fremen, c'est pas dans leur culture. Fait que, c'est tough. Vraiment difficile. Ça doit être incroyable pour Sois triste, mais pleure pas. Ben, c'est ça. Fait qu'arrive à le démontrer. Puis c'est ce que Denis disait, tu sais, quand tu tournes un film, Denis expliquait que des fois, t'arrives à un moment où tu le sais que t'as besoin de cette scène-là pour avoir un film. Puis il lui faisait référence d'ailleurs à la scène finale, le gros plan sur Zendaya qui
elle arrive presque au moment de pleurer, puis aucune larme qui tombe, puis il disait, tu sais, quand tu réussis cette scène-là, t'as un film. Puis il disait, quand j'ai tourné cette scène-là, il disait, Zendaya, c'est une actrice incroyable, tu lui demandes comme n'importe quoi, elle va te le jouer, elle va te le faire sur la note, puis il disait, quand on a eu fini de tourner cette scène-là, on a fermé la caméra, puis il dit, j'ai regardé la scène, puis il dit, là, je me suis dit, OK, on a un film. Fait que j'étais comme, tu sais, c'est très difficile à faire, puis elle était exceptionnelle dans le film. Je trouve vraiment, là, très, très, très bonne. Comment tu l'as trouvé, toi? J'ai trouvé exceptionnelle aussi. Je trouvais qu'elle jouait très bien cette espèce de côté de... en fait, le personnage de Shani représente justement la raison sur la croyance, en fait, ou même sur... Donc, c'est ça, le personnage, en fait, de Shani représente, en fait, la raison, mais c'est un espèce de combat entre l'intégrisme et la raison, donc l'espèce de croyance religieuse à l'excès contre la raison, et le fait que Zendaya arrive avec cette attitude de rebelle-là, elle confronte Paul de pied ferme constamment pour lui dire non, c'est pas ça que tu veux, c'est pas ça que tu devrais faire, vas-y pas, va-t'en pas, reste avec moi, puis de toute façon, embarque pas là-dedans, embarque pas dans ces espèces de croyances-là. De toute façon, c'est une croyance qui a été créée par les Bene Gesserit. On le sait que c'est pas vrai, voyons tout le monde, pourquoi est-ce que vous embarquez là-dedans, pourquoi est-ce que vous y croyez alors qu'on sait très bien que tout est faux, que tout est monté. Puis en fait, la fin, le fait que le personnage de Shani parte et ne reste pas avec Paul, c'est qu'en fait, la raison a perdu ce combat-là. Exact, absolument. Je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Donc, je pense qu'elle porte très bien sur ses épaules cette attitude de rébellion et de justement de raison sur justement les faux prophètes, tout ça. Puis même, tu sais, au-delà de ça, on dirait qu'elle est un peu l'image de la femme forte, là. Oui. Comme on parlait tantôt, puis elle va vraiment réussir à tenir son bout malgré tout ce que Paul va faire, puis on s'entend que c'est comme la partie de, comme tu l'expliques, de la raison un peu pour Paul. Puis jusqu'à un certain point, elle avait réussi là quand même à contrôler ça de Paul, puis j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Puis tu sais, leur relation elle s'établit de façon naturelle. Puis tu sais, Zendaya c'est aussi un personnage, Shani, qui va représenter son peuple, qui va être l'image de tu sais des Fremen, puis c'est elle qui va initier Timothée Paul à la culture, tout ça. Puis tu sais, je trouvais ça tellement beau. Puis je pense Dune Part 2, t'es comme à 1 heure, la première heure du film, tu suis que l'intégration de Paul dans ce groupe-là. Puis tu sais, là, on en parle des Fremen, mais ils ont quand même vraiment une culture très intéressante. Ouais. Puis c'est du bon monde, puis on dirait que c'est un peu comme moi, ça me faisait penser à Avatar, là, je me rappelle plus comment ils s'appellent. Les Na'vi. Oui, non, ça c'est les méchants. Non, c'est les bonhommes bleus. Oui, c'est OK, fait que oui, exactement, tu sais, qui sont très en relation avec la nature, qui vont prendre soin de leur environnement, puis je trouve que c'est tellement des belles valeurs. C'est vraiment cool pour vrai. Donc ça, je trouvais ça super intéressant. Puis moi, j'ai été très touché par la relation entre ces deux-là. Puis tu sais, le choix déchirant à la fin de Paul, ça me calisse à l'envers à chaque fois. Je l'ai vu 2 fois, le film, au cinéma. Puis c'est vraiment triste, je trouve. Quelle tristesse quand même. Mais j'ai trouvé que le personnage de Paul avait l'air de s'être perdu. Oh, ben oui. Oh, tu sais, il lui dit non mais jamais je ferai quelque chose pour te perdre, puis à la fin le fait qu'il choisisse la princesse, puis il dit je m'excuse, c'est impardonnable. Ben non, c'est ça, puis il est plus là, tu sais, on dirait qu'il est juste plus là. Il est possédé par sa propre vision des choses, il a comme été endoctriné dans... Oui, exactement, il a été endoctriné dans sa propre croyance, alors qu'il voulait tout faire pour ne pas justement déclencher une guerre sainte en son nom, parce qu'il savait très bien qu'est-ce qui allait arriver. Ouais, ben tu sais, les visions en plus qu'il voyait de monde mort, puis tu sais, c'est sûr qu'à travers sa croisade, puis la guerre qu'il va faire, il va en avoir beaucoup des morts, là. C'est alors qu'il aurait peut-être juste pu prendre le contrôle d'Arrakis, s'arrêter là, puis tu sais, protéger Arrakis, vivre sa relation avec Zendaya, Shani, puis tu sais, avoir ses enfants, puis exact. Mais il est mu par la vengeance. Ouais, puis tu le vois, le personnage, dès qu'il boit l'eau de vie,
là, il est dans ses gros discours de rébellion, puis là, il a changé complètement. Dans ses discours de prophète, là. Oui, c'est ça, exactement. Puis je suis le plus fort, puis là, il défie exact. Même. C'est tellement triste. Puis tu sais, Zendaya, elle le voit, puis elle disait avant de commencer sa relation, tu sais, est-ce que tu vas m'aimer? Puis il disait, tu sais, je vais toujours t'aimer. Ah, c'est déchirant pour vrai. Puis tu sais, c'est ça qui est quand même intéressant du film, c'est qu'au-delà de la politique, au-delà de la guerre, t'as vraiment beaucoup de thèmes qui sont abordés, tu sais, juste l'exploitation des ressources naturelles, tout ça, tu sais, c'est des thèmes qu'on peut retrouver dans notre monde en général. Puis Denis, je trouve qu'il réussit d'une façon parfaite à aller chercher chacun de ces thèmes-là, de les exploiter, puis tu sais, de bien les définir. Puis il y a rien qui est forcé. Non. Fait que je trouvais ça vraiment beau. Puis honnêtement, toi, t'aurais choisi quoi à la place de Paul? Ah, mais moi, je suis une éternelle romantique. Okay. J'aurais choisi Shani. Ah, ouais, hein? Avec, tu aurais fait un petit parcours de pétales de rose. C'est ça, comme, fuck la guerre. Mais non, mais là, en plus, Zendaya, on s'entend-tu qu'elle est belle comme un cœur? Ouais. Fait que, mais non, mais j'étais déçue qu'il choisisse son rôle de Lisan Al-Gaib. Ouais. Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire, Lisan Al-Gaib? Je l'ai lu hier, mais je l'ai pas noté. Fait que, vas-y, Andréane. Alors, petit cours d'arabe, tout le monde, et je suis désolée pour ma prononciation parce que ce n'est pas du tout ma... Je sais pas si on a des Arabes qui nous écoutent, anyway. Peut-être. Alors, Lisan Al-Gaib, pour ceux qui ne sont pas arabes, ça veut dire la voix de la voyance. La voix de la voyance. Hey, ouais. C'est profond. Ouais, c'est pour ça qu'il y a des visions tout le temps. La voix... Ouais. Ensuite, tu as le Mahdi... M-A-H-D-I, hein, c'est le nom du Messie dans le Coran même. Okay. Et littéralement veut dire celui qui guide à la bonne voie. C'est ça, oui, effectivement. Mais ça, c'est, rappelle-moi, c'est arabe, hein? Oui, c'est arabe. C'est ça, parce que je pense anyway, les Fremen sont beaucoup influencés de la culture Oui. arabe. Là, c'est pratiquement ça, en fait. T'as une différence aussi entre le film et le livre, c'est que dans le livre, où n'oubliez pas qu'il a été écrit en 65, on utilise beaucoup le terme de djihad. Oui, OK. Mais dans le livre, on ne l'a pas utilisé parce que le film sort en 2024 et justement que le terme djihad a une certaine connotation négative qui lui est maintenant aujourd'hui associée, mais à l'époque, pas du tout, parce que djihad, ça veut seulement dire guerre religieuse. OK. Oui, mais c'est ça. En 65, oublie ça. En 65, c'est ça, ça passait. On peut comprendre pourquoi Villeneuve a décidé de ne pas l'intégrer justement dans son film. Ah, c'est vraiment intéressant, ça. Puis, écoute, je pense de façon organique, je survolerai rapidement les autres parce que, tu sais, au niveau du casting, je pense qu'on a parlé des plus gros morceaux quand même. Sauf Timothée. Oui, mais tu sais, en même temps, je me dis, il est bon, tu sais, c'est Timothée. Il est excellent. C'est correct. Mais... tu sais, si on en a parlé beaucoup dans le premier, dans le deuxième, tu sais, je trouve qu'il est quand même sur la même note. Peut-être qu'on peut dire qu'il s'est plus accompli puis qu'il va plus loin dans son personnage. Ouais, le personnage est plus profond aussi. Oui, c'est ça. Puis tu sais, je pense également, Timothée, on se le cachera pas, là, c'est un acteur qui a énormément de charisme. Puis tu sais, il supporte bien, on dirait, je sais pas, la prophétie, puis t'es capable, on dirait, de la caméra est tout le temps très près aussi de lui, puis c'est lourd à porter sur ses épaules, mais il y arrive parfaitement. J'avais vu un interview de Denis Villeneuve, puis il disait, tu sais, c'est une rockstar, là, Timothée Chalamet. Puis on dirait que ça se voit, ça se transperce à l'écran quand tu vois juste comme la montée en puissance de son mouvement. Tu y crois, puis un moment donné, tu sais, il passe out, puis là, il est rendu vraiment, comme on l'a dit, endoctriné. Puis il réussit très bien à te le jouer. Tu sais, Timothée, je trouve qu'il s'est pas détaché du lot, mais il est exactement ce que tu attendais de lui. Ouais, c'est vrai. À peu près. Il livre correct. C'est ça. Toi, ta relation avec Timothée Chalamet, est-ce que tu l'apprécies comme acteur? Est-ce que tu veux un peu qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a pas marqué. OK, t'as pas marqué? Ouais. C'est une critique que j'avais vue justement qui disait que il est peut-être un peu trop jeune, puis c'était-tu avec toi qu'on en avait parlé? Il me semble que c'était avec toi au niveau de sa carrure. Oui. C'est ça, quand tu l'avais vu, justement, tu m'avais même dit que tu avais de la misère comme à adhérer un peu à sa force parce que c'est un acteur qui est pas très physiquement comme imposant. Exact. Mais c'est un bon argument que tu m'avais dit. Hein. Mais je veux dire, quand il se confronte justement au neveu, à Fade, je veux dire, Fade est taillé dans du marbre. Exact. C'est une brute, écoute, et là, finalement, t'as
combat contre Timothée Chalamet, je veux dire, j'aurais tout parié sur Fade, là. Je veux dire, Fade aurait gagné. Là, écoute, tu le regardes puis on dirait qu'il va casser. Ouais. C'est... Exact. Je suis d'accord. Puis même dans le premier, tu sais, soudainement, il se bat contre d'autres personnages, puis je n'y crois pas. Ouais. Je n'y crois pas. Je ne crois pas à sa force. Ben, je pense que tu fais bien. Il y a des bras aussi gros que les miens. Exact. Oui, effectivement. Ben, tu sais, je sais pas. Peut-être que je suis compatissant parce que je me dis, on a à peu près la même shape, moi et Timothée. Je pense qu'on doit être similaires. Il est peut-être un petit peu plus maigre, mais on est les deux fragiles. Fait que Timothée, je te supporte, man. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Il a l'air fragile. C'est pas un... Ben non, mais c'est ça. C'est pas une insulte, là. Ben non, aucunement. Puis, tu sais, effectivement, quand t'as un film où ton personnage doit justement se combattre, puis là, tu nous build up une brute qui est fucking entraînée puis fort. Puis qui doit surfer sur des verres, des sables attachés en se tenant juste avec les bras pendant comme des heures et des heures à travers les vents du désert. Les bras tiennent 30 minutes max. Les bras auraient resté là, puis genre, Timothée serait parti au vent. Mais ouais, effectivement, c'est un élément qui est quand même vraiment intéressant parce que oui, ça enlève quand même, on va le dire, de la crédibilité au combat, surtout les scènes de combat. Ouais. Mais voilà, tu sais, ça reste Timothée. C'est ça. Vrai. Il y a du charisme, mais moins dans le combat. Ouais. Tantôt, on a parlé de Christopher Walken. J'étais quand même bien content de le revoir à l'écran. C'est un acteur quand même que j'apprécie beaucoup. On peut repenser à son rôle dans Pulp Fiction. Mais j'ai vraiment trouvé que, tu sais, c'était intéressant. Puis je trouvais que l'empereur, il jouait quand même vraiment bien. Mm-hmm. Tu sais, je me rappelle la scène où juste avant, je pense qu'il pénètre son espèce de vaisseau pour aller le prendre. Il est sur sa chaise, il est foiré dans le coin, il parle pas. Puis tu sais, je trouvais qu'il était vraiment bon. On dirait que c'est un empereur un peu troublé, puis tu sais, pas beaucoup de dialogue. Puis je sais pas, j'ai vraiment trouvé que c'était un beau rôle pour Christopher Walken. Fait que je suis content de voir qu'il a sorti sa retraite pour jouer ce rôle-là. C'est peut-être un de ses derniers beaux rôles, un acteur qui a fait beaucoup de films. Puis j'avais écrit le fun fact que ces scènes ont pris 2 semaines à tourner. Ah, quand fait même. Sors de ta retraite pour 2 semaines. Exact. Ça veut. Oui, ça se fait bien, là, petit Christopher Walken. Après ça, ben, je passerai à Florence. Parce qu'elle était quand même vraiment excellente. Puis un élément que je trouvais quand même cool de Florence, c'était qu'elle se détache beaucoup. Tu sais, je sais qu'elle a fait une panoplie de films, mais on dirait que, tu sais, on entend beaucoup parler pour ses rôles d'hystérique, là, l'espèce de fille un peu troublée. Puis on dirait que, tu sais, elle en a sorti comme une coupe. Il y avait eu Don't Worry, Darling. Même dans Oppenheimer, elle jouait un peu la fille qui est un peu troublée dans son espèce de fanatique. Je me rappelle plus si c'était de gauche ou de droite, là, mais bref. Puis là, dans ce film-là, on dirait qu'on a vraiment juste une actrice qui peut jouer un personnage intelligent qui est en moyen de son quotient, ben pas quotient, mais qui est en moyen de sa cognition. Puis je trouvais ça vraiment intéressant. Pour une fois, on l'exploite, on l'exploite quand même bien. Puis ça faisait du bien de la voir un peu se détacher des derniers rôles qu'elle a eu. Oui, c'est vrai, mais elle a l'air même très sage, en fait, comme personnage. Ça. Exact. Très posé, très calme. Puis, elle a l'air de comprendre ce qui se passe. Oui, c'est ça. C'est, effectivement. Puis c'est tellement une actrice incroyable, Florence. Là, moi, je l'adore vraiment beaucoup. Là, elle est super bonne. Ouais. Fait que voilà, puis ben Anya Taylor-Joy, bonjour pour tes 1 seconde. On va te critiquer prochain film. Oui, c'est ça, hâte de voir qu'est-ce qu'elle va faire dans le 3. Mais puis tu sais, c'est ça qui était quand même intéressant, ta voix 1 seconde. Puis mais t'as hâte d'en voir plus. Oui, c'est ça, puis tu sais même avec son 1 seconde, on dirait qu'elle réussit à te faire vivre une émotion. Mais tu crois déjà à son personnage, en fait. Elle te murmure juste, me semble, Paul, ou je sais pas qu'est-ce qu'elle murmure, puis t'as des frissons déjà, puis t'es comme... Donne-moi en plus. Oui. Je suis prêt, là. Exact. J'en veux plus. Donc voilà, fait que là, on va passer au gros morceau de notre critique qui va être vraiment la photographie, puis parler un peu de la réalisation de Denis Villeneuve, parce que dans ce film-là, on a des plans qui sont incroyables. On a vraiment un film magistral, puis c'est un film qui doit être vu sur le plus gros écran possible. Possible. Ouais. Tu l'avais vu sur un écran cinéma normal, toi, ou IMAX? Normal. Normal? Normal. Moi aussi, j'ai pas réussi à aller le voir en IMAX, puis je trouve ça vraiment triste.
Mais que veux-tu, c'est la vie. Donc, l'immersion de Dune est toujours aussi incroyable. Puis même si c'est pas encore plus, parce que là, on a plus de scènes de verre, on a plus, on dirait, de gros spectacles. Fait que c'est vraiment intéressant. Denis, je trouve que dans ce film-là, il nous montre qu'il est un réel maître du grand spectacle, puis qu'il s'est accompli comme réalisateur, parce qu'on a vraiment une œuvre qui a une identité avec les parties 1, partie 2, puis dans cela, on dirait qu'il va chercher vraiment le build-up qu'il a fait dans le premier, puis il va s'accomplir dans tout ce qu'il avait promis dans le premier, il le fait dans le 2, puis je trouve que ça va vraiment, ça se complète parfaitement bien. Puis tu sais, juste la scène d'ouverture, là, quand t'as comme l'éclipse, là, puis tu vois les Harkonnen avec les jetpacks montés, hey, c'est incroyable, là. C'est un peu rougeâtre, j'étais juste comme, pis tu sais, le film ouvre là-dessus. Wow! C'était incroyable. Qu'est-ce que t'en as pensé un peu de l'immersion puis des scènes? C'est sûr que je peux te parler un petit peu des décors. Ouais. En faisant ma recherche, j'ai particulièrement apprécié les explications qu'il y avait sur les différents décors qui ont été créés, justement, qui ont été montés pour le film. OK. Déjà, pour le premier, les décors étaient déjà assez exceptionnels. Donc, on l'a déjà dit, Denis Villeneuve ne veut pas tourner ou cherche à tourner le moins possible sur fond vert et avec des ajouts justement technologiques. Donc, la majorité des décors sont construits en dur, ce qu'on appelle. Et il a fait appel justement à Patrice Vermette pour la construction des décors. Donc, pour lui, justement, il disait que le défi, c'était de renoncer au fond vert. Il y a plusieurs choses qui ont été utilisées, qui existent déjà. Par exemple, savais-tu que les pièges à vent, c'est une technologie qui existe déjà? OK, non, je savais pas. Les pièges à vent là, qui sont dans le désert, justement, pour capter l'humidité dans l'air, puis après ça, un peu à la manière des oreilles de la petite souris qu'on voit. Mais donc, c'est une technologie qui existe. Donc, les filets captent l'humidité dans l'atmosphère portée par le vent, puis la transforment en gouttes d'eau qui ruissellent jusqu'au pied des pièges. Et en fait, ils ont été construits à Budapest, puis acheminés par hélicoptère parce qu'ils pesaient chacun 400 kilogrammes. Oh my God! Quand même. Wow! Puis on les voit pas si longtemps que ça dans le film. Ça. Hein? Wow, OK. C'est impressionnant de savoir vraiment. ça. Ensuite, Patrice Vermette a énormément construit de décors qui ont rappelé un peu l'âge d'or hollywoodien. Et en outre, donc, l'équipe de décoration était composée d'environ 1000 personnes. Il y a 1000 personnes qui travaillaient sur les décors pour Dune. C'est fou, hein? Les séquences sur la planète Giedi Prime, qui est la planète des Harkonnen, notamment celle du combat dans la gigantesque arène, ont été tournées dans les studios Hung Expo en Hongrie. Puis en fait, la Hung Expo, c'est vraiment une espèce de stade qui a en Hongrie fait plus de 9500 mètres carrés et près de 14 mètres de hauteur. Donc, mais c'est un endroit qui existe pour vrai. Ben voyons donc, l'arène, là? Oui. Ah, ouais! Ouais. Puis en fait, ils ont construit aussi là, des décors à la bonne échelle pour Giedi Prime, mais à la base, l'endroit où ils ont tourné, ça existe, mais après ça, évidemment, là, ils ont rajouté des choses dedans. Ils ont construit sur quelque chose qui existait déjà. Hey, ça, c'est incroyable. Incroyable. Puis, tu sais, là, je me gardais parce qu'en fait, pour moi, c'est cette scène-là, pour moi, c'est la meilleure scène du film. J'ai adoré la couleur du noir et blanc. J'ai adoré le choix de se dire sur la planète Giedi Prime. Soleil noir. Exactement. Blanc et noir all the way. Ça explique pourquoi les personnages ont une peau aussi pâle. Je le sais. C'est parfait. Ouais, vraiment. Puis, écoute, on va se lancer dans cette scène-là parce que j'ai quand même un fun fact comment ils ont fait l'éclairage puis comment ils ont aussi réussi à démontrer parce que quand tu vois la peau des Harkonnen, il y a vraiment une espèce de couleur particulière. Tu sais, c'est pas juste blanc. Il y a quelque chose, on dirait, l'image qui est travaillée. Puis effectivement, il y a un niveau technique là-dedans. Puis juste comme fun fact, faudrait que je le trouve, c'est la première fois que le soleil de Giedi est montré dans une adaptation de Dune. Donc c'est la première fois qu'on voit le soleil noir en tant que tel qui est décrit dans tous les livres. Ouais, première fois. Wow! Puis tu
c'est Denis qui le fait. C'est Denis. C'est parfait. C'est avec le gros travail technique en arrière, mais au niveau de la photographie, on a Greg Fraser qui a suggéré de tourner la séquence sur cette planète-là avec des caméras infrarouges pour donner à la peau une texture translucide. Ouais. Fait que c'est pour ça que, tu sais, la peau a vraiment comme l'air différente, mais c'est parce qu'elle est tournée avec des caméras infrarouges. Puis c'est magnifique. Tu sais, juste les espèces de feux d'artifice là, qui ont l'air... Noir. Oui, c'est ça. Ça ressemble à l'encre dans Arrival. Exact. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ouais. L'encre des extraterrestres, là. Oui, effectivement. C'est vrai. Puis, tu sais, c'est vraiment comme... On dirait que les espèces de feux d'artifice, ils perdent de façon étouffée, là. Tu sais, puis c'est... Wow! C'est magnifique, c'est magnifique. Puis c'est l'entrée en matière de notre Austin Butler qui fait son arrivée dans le film avec cette scène-là. Puis c'est... Ça, c'est le genre de scène, là, dans la vie, là, que tu vois puis tu vas te rappeler toute ta vie. Ah, mais... D'avoir vécu ça au cinéma, là, d'avoir vu une scène aussi magnifique. Puis je pense même que, tu sais, c'est grâce à des scènes comme ça, à des travails impeccables au niveau de la photographie qu'on peut dire que le cinéma, c'est le 7e art. Parce que c'est juste une œuvre d'art. Tu sais, je me ferais un tableau avec juste la prise de caméra quand tu vois la reine, les feux d'artifice qui pètent, là, ça te fera un tableau incroyable. Ouais, je suis d'accord. Et peut-être même un moment donné de développer l'univers des Harkonnen puis de nous faire une série ou un film sur leur planète. Mais t'imagines-tu tout un film tourné comme ça doit être... Ouais, ça doit être... C'est beaucoup de travail. Oh, ouais, exact. Mais tu sais, je serais là en train de jubiler. Ça doit être incroyable. Est-ce que pour toi, c'est ta meilleure scène du film ou t'as une autre scène qui bat celle-là? C'est une bonne question. J'ai particulièrement apprécié le travail de la couleur comme ça sur cette planète-là. C'est la planète probablement là, qui m'a marqué le plus. J'en aurais pris plus. Je la trouve magnifique. Je le sais. Ouais. Elle est incroyable. Mais oui, OK, pour ça. Oui, c'est oui, effectivement. Moi, quand je repense à Dune, on dirait que c'est la première chose qui me vient en tête, c'est cette scène-là, c'est ce moment-là qui est juste grandiose. Là. Puis tu sais, ça arrive tard dans le film, là, parce que lui arrive, comme on l'a dit tantôt, peut-être aux 2/3 du film, puis t'es comme, c'est triste. On aurait dû voir ça plus souvent, je sais pas, d'avoir plus de in and out avec cette scène-là, puis les Fremen. Mais bref, on se plaindra pas, on l'a. Ouais. On va pouvoir se la retaper autant de fois qu'on veut. Exact. Merci, Denis, d'avoir été le premier à incruster cette planète-là, en fait, le soleil en tant que tel, dans ton univers, parce que ça fait du bien. Là, tu m'avais même fait avancer dans mes feuilles. Est-ce que tu veux que je continue avec mes différents décors? Ah, t'en as... Ben oui, vas-y. Alors, pour Dune 2, ils ont même eu l'occasion de tourner dans un endroit où personne n'avait encore jamais tourné. OK. Donc, c'est en fait pour les plans concernant les discussions entre Moriam et Florence Pugh. Donc, en fait, le personnage de Charlotte Rampling... C'est ça? Non, c'est Moriam et la princesse Irulan. Donc, la Bene Gesserit et la princesse. L'équipe de Dune s'est envolée pour l'Italie, à San Vito d'Altivol, près de Treviso. OK. Alors, en fait, à cet endroit-là, on y trouve un sanctuaire conçu par l'architecte vénitien Carlo Scarpa, qui entre 1968 et 1978, qui s'appelle en fait le sanctuaire de Brion. Alors, apparemment, c'est une merveille architecturale que l'on doit à Carlo Scarpa. Et c'est ça aussi qui avait inspiré justement l'architecture de Caladan dans le premier film. D'accord? OK. Mais donc, il avait jamais tourné là. Il connaissait déjà le travail de cet architecte-là, mais il n'avait jamais tourné là, mais il s'en était inspiré pour le premier film. OK. Et en fait, cet endroit-là, ce sanctuaire-là, qui est une merveille architecturale, la famille Brion se sont fait souvent demander s'ils pouvaient tourner dans cet endroit-là. Il y a même Star Wars qui leur a demandé s'ils pouvaient tourner dans cet endroit-là. Ils ont toujours dit non. Pourquoi là, ils ont dit oui? Pourquoi là? Alors... Passé de Denis? La famille Brion avait lu Dune de Frank Herbert et adoré le film de Denis. Il est allé chercher des émotions. Exact. Elle a donc donné son accord pour qu'on tourne sur leur site. Fait que c'est la première fois que un film est tourné dans cet environnement-là. Fait que, dans le fond, quand l'équipe est arrivée, ils se sont contentés donc d'y aménager des meubles pour recréer justement le bureau de la princesse. Sinon, ils disaient que c'était tellement beau
dans l'état où c'était, qu'il y avait rien d'autre à faire, même que, tu sais, toutes les nénuphars dans les temps, les carpcoïs, ils les ont filmés, mais c'est d'origine, c'est là. C'est incroyable. Puis, tu sais, en plus, cette scène-là, on dirait, c'est ça, il y avait quelque chose au niveau du travail, du décor, que tu te dis, c'est magnifique, mais tu sais, ça avait pas l'air tant, justement, d'être inconnu en même temps. Tu sais, c'est comme vraiment, je sais pas, un style de décoration qui fait humain, je sais pas comment le dire. Ouais. Mais là, de savoir qu'effectivement, tu sais, ça a pas été réfléchi, c'est juste un décor naturel, mais que personne n'avait eu accès. Exact. Hey, c'est incroyable. C'est beau, en plus. Wow. Asti de Dune, c'est... Wow! Incroyable. T'as-tu d'autres choses, Andréane? Non, j'ai rien d'autre, malheureusement. Mais là, je veux compétitionner contre tes informations techniques. Je vais te parler de la scène où Paul chevauche le verre. Le verre? C'est ça qui est intéressant. Je me demandais comment ça avait été fait. Mm-hmm. J'ai l'information. Je vais vous dévoiler comment ça a été tourné. Dévoile-nous les secrets. Mais c'est ça, c'est que c'est... quand tu l'entends, tu fais comme « Ah, c'est juste ça. » Mais oui, tu sais, c'est vraiment pas tant... Ben, tu sais, oui, il y a un défi technique, mais c'est très simple. Faut savoir que c'est une séquence d'équitation de verre qui a duré 44 jours à filmer. Ouais, et 44 jours, et même que Denis, là, je mets des nuances là-dessus, je suis pas convaincu, mais il me semble que j'avais lu que Denis, il a mis ça entre les mains de, justement, Paul Lambert que tu avais parlé. Vermette. Ah, ben moi, j'ai Paul Lambert ici. Mais Paul Vermette, c'est la personne qui a réalisé les décors. Ah, les décors, ok. Ben ici, on a Paul Lambert qui est lui superviseur des effets visuels. Ah, ok. Fait qu'on a... Il y a bien des Paul. Beaucoup de Paul. Il y a beaucoup de Paul. Paul Atreides. Ben c'est ça, Paul Atreides, Paul Lambert, Paul... Vermette. Vermette. C'est compliqué. Bref, un des Paul. Un des Paul. Non, ça doit être Paul. C'est Patrice Vermette. Pourquoi? Ah, c'est Patrice. C'est Patrice. Ok, ben c'est ça d'abord. D'abord. Ok. Ben il y a moins de Paul, là. Il y a moins de Paul. Tout d'un coup, on en a perdu un. Ben oui. Puis finalement, mon Paul Lambert, ça va être genre Jonathan Lambert. Tu sais, Paul Atreides, on va se dire pourquoi finalement c'est juste genre. C'est Pierre Atreides. Il n'y a aucun Paul dans le film. C'est juste nous qui entendons Paul. Mais, fait que bref, ce monsieur X Lambert, il est superviseur des effets visuels. Puis, il me semble que j'avais vraiment entendu que Denis, il avait expliqué qu'est-ce qu'il voulait parce qu'il pouvait pas constamment superviser tout. Denis devait faire ses scènes puis travailler ailleurs. Donc, il y a vraiment ça entre les mains de cette personne. Et ça lui a pris 44 jours à avoir la scène en tant que telle. Ils l'ont faite à partir d'un plateau mesurant 90 pieds sur 24. Fait que bref, il met ça entre les mains de Lambert. Et Lambert et sa team ont eu droit à 3 tubes à l'intérieur de la dune qui, dans le fond, à l'intérieur du sable. Puis c'est un cascadeur qui va comme sauter là-dessus. Une doublure de Timothée Chalamet. Puis il est attaché après un câble. Puis on dit que l'équipe retirait les espèces de gros tubes industriels. Puis ils les ont déplacés avec des tracteurs. Puis tu sais, c'est juste ça. C'est des gros tubes. J'ai pas l'information de savoir combien de tonnes ça devait peser puis ça devait être lourd, mais c'est des gros tubes qu'ils ont mis dans le sable puis qui ont fait bouger à partir de tracteurs, puis l'autre il a sauté là-dessus avec des effets un peu spéciaux. Tu sais, c'est quand même simple. Quand même! Mais ça te fait une scène qui est incroyable là, parce que c'est une des scènes que Denis disait qu'au plan technique, c'était le gros défi de Dune Part 2 de tourner cette scène-là parce que c'est... Mais je pense en plus, il disait que la séquence, elle a été pilotée par Tania Lapointe, qui est la réalisatrice deuxième équipe. Exact. Puis je pense qu'il est sa partenaire de vie. Ah, ça, je sais pas. Oui, il me semble que c'est sa partenaire de vie en plus. Ce que j'avais lu aussi, c'est que dans le fond, Denis, c'est lui qui a imaginé la technique permettant de chevaucher les verres. Il dit, quand tu lis, c'est une chose, la représenter à l'image, c'en est une autre. Oui. Fait qu'il dit qu'il a écrit et dessiné le dispositif. C'est fou! Hey, Denis, pour vrai, là, c'est un génie. Exact! C'est un foutu génie, ce gars-là. C'est incroyable quand même. Là. Il a pensé à la technique de sa scène. Ouais, mais il voulait que ça ait l'air réaliste, parce que Denis veut toujours que ça ait l'air réaliste. Mais tu te dis, man, t'es un réal. Chris, t'es pas un architecte ou un... Mais non, mais un réal, c'est un chef d'orchestre, il faut qu'il sache. Oui, non, mais c'est sûr, mais tu sais, d'aller aussi loin technique, moi, ça m'impressionne pour vrai. Denis, c'est un maître. Pour vrai, là, c'est exceptionnel. On t'aime, Denis, si c'est pas clair. Oui, plus de Denis, s'il vous plaît. Puis, voilà. Est-ce que tu avais d'autres choses à parler au niveau de cette scène-là? Non. OK. Ben,
On va enchaîner avec le climax du film. On arrive finalement à la toute fin. Puis je trouvais que, tu sais, le film avait quand même réussi à build up ses émotions. Puis on en a parlé un peu rapidement tantôt, mais la triste destinée de Paul aux dépens de Shani. Donc, vraiment triste pour elle. Elle se fait laisser en plan. Puis on a un Paul qui va décider d'aller conquérir le monde et de suivre sa guerre. Ouais. Avec une musique d'Hans Zimmer incroyable dans les oreilles. Puis tu vois juste, je pense, comme c'est-tu la mère de Paul qui répond à sa fille, parce que sa fille lui demande où est parti Paul, puis elle dit ton frère il est parti conquérir je sais pas quoi. Puis là t'as comme un plan rapidement, tu vois le ciel avec tous les vaisseaux qui se poussent, la grosse soundtrack, le plan proche de Shani qui pleure mais sans larmes, puis elle se retourne bredouille sur son dos de verre. Dos de verre. C'est tellement triste, pour vrai, c'est déchirant. Ouais. C'est déchirant. Ouais. J'ai adoré. Ouais, c'est une finale grandiose. Ouais. Ouais. Tu sais, j'ai trouvé que le film, souvent finir un film, c'est quelque chose de difficile parce que si ta fin est plate, on dirait que tu vas y penser comme avant de recommencer ton film. Mais là, c'est parfait. Je voyais pas ça finir autrement que comme ça. C'est parfait comment ça finit. Exact. À part peut-être, comme on l'a dit tantôt, le méchant qui aurait pu Ferd, qui aurait pu survivre. J'aurais bien aimé qu'il survive. Exact. Puis on a le baron qui se fait tuer comme un animal. Ça aussi, j'ai quand même été déçu. Mais c'est ce qui m'amène finalement à parler des points négatifs. Parce on en a des points négatifs dans ce film-là. Pas beaucoup, mais quand même. Donc, moi, j'ai trouvé que la conclusion, justement, comme j'étais en train d'en parler, du baron, j'ai trouvé ça très décevant parce que dans le premier, tu sais, c'est ton espèce de gros méchant Palpatine. On dirait que c'est celui qui chevauche comme tout. Effectivement. Tu te dis, il va être fort, il a l'air vraiment. Tu sais, un moment donné, il vole, je pense, devant le père de Paul quand il s'en va le tuer, puis tu fais genre, oh my god, il va être tout un méchant. Puis là, il est juste comme une larve à terre en train de ramper, puis Paul, il s'en va, il donne un coup de couteau dans le cou, puis ça finit de même. Puis il dit tu meurs comme un animal, mais tu sais, j'ai fait tout ça pour ça. Oui, mais c'est ça, les méchants, c'est à chaque fois tu te dis tout ça pour ça. Exact. Il est où notre Sauron là, qui meurt à la fin de 3 films de manière absolument épique, au-dessus de sa tour, qui s'effondre. Ça, c'est une belle fin pour un méchant. Oui, puis tu sais, c'est une fin qui est build-upée dès ton premier film. Tu te dis, oh my god, mais qui meurt, ça va être jouissif. Puis effectivement, dans le Seigneur des Anneaux, quand l'œil de Sauron s'effondre, tu jouis, là. Ben oui. Y a pas, tu changes de bobette. T'imagines-tu si Sauron mourait à la fin du premier film? Ben oui, c'est ça, exact. Ça ferait aucun sens. Ben non, exact. Puis justement, tu parles du Seigneur des Anneaux, c'est intéressant, parce que je sais pas si tu as vu les critiques sur Internet. Non. Mais le monde compare la bataille finale de Dune Part 2 à celle du gouffre de Helm. Ah, OK. Puis je me disais... What the fuck? Tu peux pas... Ben non, tu peux pas comparer ça. Non. Dune Part 2, c'est genre 10 minutes gros top. Ouais. Chris, le gouffre de M, c'est quasiment la moitié de ton film. Oui, c'est ça. J'exagère, mais c'est genre moins 50 mais quand même, minutes, effectivement, moi aussi, j'ai trouvé vraiment que la bataille finale, elle est trop courte. Ben oui. On construit tellement pour arriver à ça. Puis après ça fait comme... C'est fini. Ouais, c'est fini. Là, t'es comme, c'est tout? Ouais, tu sais, quand... où ma grosse bataille épique? Tu voyais comme les vers s'en venaient, puis je me suis dit, oh my god, c'est intense, la tempête de sable, puis là, j'étais genre... Okay, ils se sont fait le raser, là, ça a pris 5 secondes. Ouais, t'as genre quelques plans à l'extérieur que tu vois qui se font juste violer ben raide. Ouais. Là, ça rentre à l'intérieur, tu vois l'empereur commence à avoir peur, t'entends des coups s'en venir de plus en plus proches. Les portes ouvrent, Paul y rentre. Oui, on n'a pas vu la montée, on n'a pas vu la bataille à l'intérieur. C'est il est là, déjà. C'est ça. Hello, I'm here. Puis en plus, c'est que quand la bataille est partie, tu sais, de voir justement là, les Atreides, mais comme... avec le drapeau des Atreides, j'en avais des frissons. Ouais. J'avais vraiment des frissons. Puis là, qui arrive avec justement le drapeau de sa famille, c'est venu me chercher. Oui, exact. Puis maudit, la bataille est pas longue. Non, c'est un claquement de doigts quasiment, là. C'est décevant un petit peu. C'est très décevant parce que tu te dis justement, tu sais, t'arrives à cette grande révolte-là, c'est supposé être ta grande bataille épique. Exactement. Là. On a attendu tout le 1 pour une grande bataille épique. Exact. Puis là, t'attends tout le 2 en plus. Oui. Puis t'as genre 5 minutes, 10 gros tops. Ah non, je pense que c'est 5 minutes. Oui, ça passe excessivement rapidement. Là, c'est sur un 2h46, là, 5 minutes. Là. Oui, exact. Comme bataille finale. Là. Ouais, c'est poche. Puis tu sais, il y avait tout pour que ça soit fucking épique.
sais, t'aurais pu voir des vers ramasser du monde, le vaisseau, peu importe. T'aurais pu voir, tu sais, il y avait tout qui était là pour ça, là. Puis je veux dire, comme c'est de la science-fiction, hein, tu peux en inventer des shit. Ben oui, exact. Puis tu sais, à la limite, tu te dis, ben, tu sais, c'est une grande bataille épique, je vais utiliser peut-être un petit peu plus d'effets numériques, mais c'est pas grave, tu sais, au moins rend quelque chose. Chris, Le Seigneur des Anneaux, ça a été tourné en 2000. Puis c'est fucking bien fait encore aujourd'hui. T'es capable de faire de quoi, là. Puis comment est-ce qu'on fait durer une bataille épique? Faut que tu suives des personnages. Oui, exactement, ouais. Exact. Ça, c'est vrai, ça. Tu suis des personnages à travers ta bataille. T'en as des personnages à suivre. Là. T'avais Paul, t'avais Shani, t'avais son ancien mentor. Oui, c'est ça. Josh Brolin. Exactement. T'as plusieurs personnages à suivre dans cette bataille-là. Fais-leur qu'il arrive des choses, il essaie de se rendre à un endroit, ça marche pas. Oh non, tu sais, à la limite, même, ça aurait été cool de voir les Harkonnen qui réussissent à tuer un ver ou tu sais, qui aient quand même... Quelque chose, oui, c'est juste du contenu. Oui. À la place de... Tu vois ça de loin, tu fais comme c'est incroyable, mais cligne pas des yeux. Oui, c'est parce que tu le manques après ça, puis c'est T'as vu? C'est fini. Oui, c'est exact. As-tu apprécié? C'est tout. C'est comme quand ils te présentent une assiette genre à fucking 2000$, là, pis t'as comme une goutte dans ton assiette, là, faut que tu le prennes avec ta poche. C'est l'émulsion de... Là, c'est comme, oh yeah! Exactement, ouais. Là, t'es comme, faut pas que t'en ailles sur le bord de la bouche, c'est comme, attends, t'as 15$. Oui, ici, c'est là, ça. Exact. Moi, ça m'a vraiment attristé comme bataille. Je suis très, très déçu. Mais, en même temps, je m'excuse, mais Denis, c'est pas un gars de bataille épique. Ben, pour ça, t'es Denis, OK? Là, tu me dis qu'ils ont filmé dans un endroit que personne d'autre avait fait. Fait que ça veut dire que t'as de la notoriété, là. Fait que Denis aurait dû appeler Peter Jackson puis dire... D'autres vient réaliser ma scène, puis au pire amène les Legolas. Il fallait venir là en caméo en arrière avec son arc. Aragorn, j'aime bien les Legolas, moi. Ah ouais? Ah ouais, c'est Aragorn. Ouais, ben tu sais, t'imagines, c'est ça. C'est le petit crush peut-être de jeunesse. Mais non, aparté. Non, quand j'étais jeune, quand j'étais tout petit, c'était Legolas, mais après ça, quand tu vieillis, c'est Aragorn. Ah ouais? Ben oui. Mais l'agilité d'un elfe... Mais Aragorn est tellement plus viril. Oui, ça c'est l'autre avec ses cheveux Aragorn, non mais Aragorn, là, tu passes à côté, tu le sais qu'il pue, mais il sent l'homme, là. Oui, exact. Puis tu sais, au pire, lui, il va te réussir à te patenter une canne à pêche avec des brindilles, puis tu sais, il est super débrouillard, puis... Exact. Puis c'est même lui qui est allé recruter les fantômes, là, fait que... Mais oui, c'est le roi. C'est ça, c'est pas n'importe qui. Là. Non. Mais tu vois, on est dû pour le Seigneur des Anneaux. Ça fait longtemps qu'on s'en parle. Ça va être jouissif. On se donne goût comme ça, là. Oui, mais j'ai hâte pour vrai. OK. On va finir... Bref, fait que voilà, donc c'est un... On va commencer par finir Dune. On le laisse ça là, on s'en va écouter Seigneur des Anneaux, let's go. Bougez pas, là, prenez-vous un café, on revient dans 5 minutes avec le Seigneur des Anneaux. Dans 5 minutes, dans 5 heures. Ouais, ben, puis on pour le premier. C'est ça, on fait les 3, puis pas de pause. Oh, fait qu'on est là jusqu'à demain matin, nous autres. mais bref, fait que, on va finir. Oui, c'est ça. Donc, dans les points négatifs, la bataille est effectivement très décevante. Puis, je sais pas si t'as remarqué, moi, ça m'a vraiment gossé, mais on avait de l'humour forcé dans ce film-là, puis ça m'a vraiment profondément fait chier. L'humour avait pas sa place. Tu sais, dans le premier, t'as quelques petits dialogues, surtout par les Fremen, que, tu sais, ils ont... Mais ils ont leur humour. Tu sais, c'est dans une conversation normale, c'est pas forcé. Non, mais... dans cela, il y a 2 moments que j'ai même notés parce que je trouvais ça complètement... Pour moi, c'était pas naturel. Ça brise le rythme du film puis le ton. Il y avait quand Paul, je pense, il commence à avoir un peu plus de notoriété dans le groupe des Fremen. Un moment, t'as Stilgard qui va aller voir, je pense, de ses amis pour dire que, tu sais, tout le monde est comme, ah, c'est-tu le Messie, c'est-tu lui? Puis là, Stilgard, il va comme attendre de voir la réaction de Paul, puis là, Paul va refuser d'adhérer à ça. Fait que là, Stilgard va dire qu'il est trop humble pour remarquer ou dire que c'est lui. Puis là, tout le monde sont comme, ah, ok. Puis là, c'est comme, mais non, esti, Chris, non, pas ça, pas là-dedans, non. Mais c'est vraiment pour montrer, je pense, peut-être de manière un peu maladroite, mais à quel point c'est la religion, c'est utilisé pour contrôler les foules. Oui, définitivement. C'est la critique du livre puis du film aussi. Ouais. Mais, ouais, effectivement, c'est un peu... C'est un peu mais. Ouais. Tu sais, j'ai pas tant trippé, puis t'avais un autre bout où, je pense que c'est Journey, qui va leur montrer où sont les bombes. Puis là, ils sont comme cachés pas loin des Fremen. Puis là, les Fremen, ils font comme, tu sais, voir que c'était là. Puis là, Gurney, il dit... Journey, ils les avaient pas trouvés. Ben, c'est ça. Puis là, ils sont comme, bon, on les a pas cherchés. Puis là, c'était comme un petit comique. Puis j'étais genre, non, je veux pas ça, non. Puis tu sais, c'est...
t'es dans un monde, tu sais, quand même plus sérieux, puis c'est vraiment, je l'ai filé comme étant forcé, parce que dans ma tête, tu sais, quand c'est naturel, t'as pas un... Tu sais, c'est naturel, ça passe. Mais là, j'ai vraiment fait, on dirait que ça change de ton, ça casse le rythme. Puis je suis comme, bah non, on dirait que c'est les studios qui ont voulu tellement aller chercher plus de monde, faire comme, faut pas que ça soit trop lourd, trop sérieux. On va incruster quelques petites blagues qui vont faire rire monsieur et madame tout le monde. Mais ça fait chier. OK. Ouais. Fait que ça, j'ai pas aimé. Puis en même temps, un autre fun fact, ben ça, c'est quand même drôle. Denis Villeneuve, il a essayé de placer un tabarnak dans le film. Ouais, parce qu'il disait qu'il voulait saluer ses Québécois. Puis le tabarnak, il a essayé de le faire dire par Josh Brolin. Okay. Puis il a dit qu'il avait dit à Josh, tu sais, je te demande juste de dire un tabarnak, peu importe quand, une manée dans ton dialogue, fais juste en sortir un. Puis il dit, on va laisser ça passer inaperçu, puis on va garder ça. Puis il disait que finalement, quand Josh Brolin, il le disait, c'était tellement pas naturel. Puis Denis disait, tu sais, un tabarnak, il dit pas pareil de la bouche d'un Américain. Ouais, fait qu'il dit, désolé, finalement, j'ai échoué, puis il a pas pu le mettre. Mais il a essayé là, de mettre un tabarnak. Mais là, dans le troisième... Ouais, c'est ça, exact. On l'attend, là. Exact. Là, tu en as parlé, fait qu'on l'attend. Oui. Puis voilà, donc tu sais, il n'y a pas énormément de négatifs. Par contre, je pense que le point le plus difficile, c'est la bataille. Mm-hmm. La bataille est vraiment décevante. Puis tu sais, ça aurait pu aller plus loin, mais ça y va pas. Donc ça, c'est quand même triste. Okay. Moi, tu vois, mon point négatif, c'est il y a 2 moments où je trouve que le rythme de l'histoire a été complètement passé au hachoir. OK. Ouais. OK. Alors, c'est vraiment au niveau du rythme. Donc, il y a le film commence de manière très douce, ça y va. Puis, soudainement, il y a quelque chose qu'on débute, mais qu'on ne termine pas. C'est-à-dire les 15 jours seuls dans le désert. Ah oui, ben oui, effectivement, c'est vrai. Ça, on passe très vite par-dessus. On lui dit, faut que tu survives 15 jours dans le désert. Tout le monde est comme, haha, il va mourir. Ouais. Puis là, soudainement, t'as Chani qui est comme avec lui, mais qui lui montre genre les pièges avant. Exact. Et la scène d'après, c'est vraiment la scène d'après, les deux courent pour arriver à faire exploser... oui, le vaisseau... Ben non, voyons ce qui récolte l'épice. Oui, OK, oui. On est dans le désert, les deux ensemble, et là, ils sont en train de se battre avec plein de Fremen. Je suis comme... Qu'est-ce qui est arrivé dans les 15 jours seuls dans le désert? Il est revenu quand? Quand est-ce qu'ils ont décidé d'aller attaquer cette machine-là? Tellement que je me disais, man, il est en train de rêver. Okay. C'est un rêve. Ouais, okay. J'étais comme, il s'est endormi dans le désert, puis là, il est en train de rêver à ça. Puis là, la scène, elle continue. J'étais comme, elle est longue, la scène du rêve. C'est parce que c'est pas un rêve. Je suis comme, je ne comprends pas on est où, puis ça sort de où, puis qu'est-ce qui est arrivé parce que c'est tellement fluide, tout se suit soudain. Il n'y a pas eu ce genre de hachure-là dans le rythme, dans le temps. Puis, sans explication, la quête du 15 jours, c'est vrai. On sait pas trop qu'est-ce qui est arrivé. D'ailleurs, doit être quand même vraiment comme une étape cruciale à son intégration dans les Fremen. Exact. Puis on passe à côté. Exact. Puis tu sais, c'est si tu fais ça, là, on va t'intégrer. Là, on dit, va faire 15 jours. Puis là, pouf, on est en train de se battre ensemble. Je suis comme, je m'excuse, mais il me manque des scènes explicatives pour arriver à ce moment-là. Ouais. Fait que ça m'a frustrée parce que c'est une frustration personnelle, je pense, par rapport au premier Dune qui a été fait. OK. Tu l'as vu? Je l'ai vu. Ah oui, OK. Et c'est exactement le problème de ce premier film-là. Le film commence, puis rendu aux 3/4, ils se sont dit « Oh! Hey, gang, il nous reste juste 20 minutes, mais c'est parce qu'on a fait 10% de l'histoire. Vite! » En 20 minutes, il faut faire le 90% de l'histoire qui nous manque. Et là, c'est... Genre, tous les moments cruciaux, genre avant... Exact. Et là, tu ne comprends plus rien. Mais plus rien de l'histoire. Ouais, okay. Tu sais pas qui est où, qu'est-ce qui est arrivé. T'es comme, c'est qui ça? D'où est-ce qu'on arrive? Comment ça, on est rendu là? Pourquoi lui, soudainement, il est mort? Là, t'es comme... Oh my God! Là, ça ne fait aucun sens. Okay. Et là, d'avoir ça... Ça te rappelle. Ça m'a rappelé ça. Je pense que ma frustration, elle est d'autant plus grande à cause de ça. Puis, il y a un autre moment aussi où ça fait ça, c'est quand Paul va boire l'eau de vie,
l'eau de la vie, soudainement, sa mère était comme rendue là déjà. Et j'ai vraiment l'impression de raconter un rêve fiévreux quand je raconte ces scènes-là, tellement que ça fait comme pas de sens. Soudainement, sa mère était là. Puis là, soudainement, il est comme parti de son côté avec le verre. Puis là, il arrive là, mais c'est comme... Il a jamais été... Comment il fait pour savoir que c'est exactement là qu'il fallait qu'il aille? Je le sais pas, il qu'une idée. C'est vrai. Là, après ça, il arrive là, puis là, il va boire l'eau de la vie. Puis là, la scène d'après, c'est Shani qui arrive en espèce d'hélicoptère. Puis là, t'es comme... Comment qu'elle a fait, man, pour arriver là? D'où ça sort? Pourquoi elle est déjà là? Ça fait combien de temps qu'elle est partie? Là, je suis comme, boum! Tu sais, il va boire l'eau de vie, boum, il arrive, boum, Shani arrive. Là, t'es comme, Alors qu'on a passé presque tout le film à de la grosse exposition, puis tu sais, le film prend son temps, puis là, mais pas fait. Mais c'est parce que le film commence tellement lentement, puis soudainement, on a des hachures là, énormes qui surprennent énormément, qui font pas de sens avec le reste du rythme du film. Exact. Ben, je sais pas si tu avais entendu parler un peu des coupeurs que Denis a dû faire, mais il y a eu beaucoup de coupeurs dans le film. Il y a des personnages, des acteurs, en fait, peut-être moins connus, mais il y a des acteurs qui ont tourné des scènes, il y a des personnages qui étaient là, qui ont été carrément enlevés du montage final, parce que Denis, justement, il voulait charcuter, puis il disait que c'était comme difficile pour lui de trouver exactement la formule qu'il voulait. Mais il y a quand même eu beaucoup de coupeurs qui a été faits, assez pour que la question se fasse demander à Denis si on allait avoir une version longue. Puis Denis disait que lui, il était pas pour ça parce que à ses yeux à lui, il dit que c'est tellement difficile comme réalisateur de charcuter ton film qu'il dit après ça, si je vous le charcute puis je vous montre la version qui devrait être selon moi la meilleure, puis je reviens sur mes paroles en vous montrant ce qui a été coupé, il dit ça fait comme pas de sens au lieu d'un réalisateur, puis il dit lui c'est comme un deuil qu'il fait quand il enlève des parties, alors que là s'il doit les remettre, il dit c'est comme si il a fait ça pour rien. Fait qu'il y aura jamais de version prolongée de Dune, mais le feeling que t'amènes là, clairement que ça fait sûrement partie un peu du charcutage qu'il y a eu dans le film. Là. Mais je suis comme tant qu'à faire, je suis comme t'es à 2h46. Mettons 3 heures. Même 3h45, Chris et un des anneaux l'ont fait là. Hein, Denis? Peter? Tu sais, 3h07, ça sonne bien aussi. Là. 3h30. Tant que c'est bon. C'est un des anneaux, c'est fucking long, mais il n'y a aucun bout que t'enlèves. Il n'y a pas seconde que t'enlèves. Puis même que quand t'arrives dans la version longue, tu fais comme, oui, la version longue! Ben, oui, il y a rien d'autre. Hey, la bouche, c'est la bouche de Sauron. Ben, faut pas partir. on va le faire, Andréane. Ça s'en vient. C'est sûrement cet été, là, parce que là, je suis plus capable. Mais c'est un très bon point que tu amènes parce qu'effectivement, je pense que le film, à certains moments, il est très, très, très lent. Et quand il y a des bouts qui pourraient être vraiment pertinents, on y va rapidement. Donc, c'est comme un peu triste. Mais bref, très bon point. Fait que ta note, Andréane? Je vais lui donner un 9 sur 10. OK, fait qu'on est à 1 point de plus que le premier. Oui. Pour toi? Oui, tout à fait. Ouais. Excellent. Exact. C'est une très bonne note. Est-ce que tu vas le réécouter? Le 2, avec plaisir. Avec plaisir, hein? C'est ça. Le 1, je sais qu'il va falloir que je le réécoute déjà avec mon copain parce qu'il en a vu aucun des deux. Fait que là, je me dis, il va falloir que je réécoute le 1 une autre troisième fois. Au pire, tu te dis, genre, tu sais, on y va pas trop tard, back to back. Le 1 et le 2. Fait que, tu sais, je pense que ça passe mieux. Parce que tu dis, au moins, tu vois le premier, puis t'es comme, c'est pas grave, dans genre 2 heures, j'ai le bon morceau. C'est ça. Exact. Mais tu vois, c'est comme, j'y vais un peu de reculant en me disant, quand même, il va falloir que je le réécoute bientôt une troisième fois. Peut-être que si c'était dans 10 ans, puis je ferais comme, écoute Dune. Oui, c'est une bonne idée. Là, je vais faire comme, oui, ok, c'est correct, on va réécouter le 1. Exactement. Je suis dans le même dilemme. Ma blonde n'a pas vu ni un ni l'autre. On va les mettre ensemble, puis on va leur dire, écoutez le 1, nous, on revient pour le 2. Exactement. Puis, tu sais, la mienne, je pense que c'est ce qu'on avait dit, elle avait même pas vu la mienne. Hey, c'est tellement possessif pis dégueulasse. Excuse. Voyons, c'est horrible d'avoir dit ça. Hey, je t'aime, mon amour, je veux pas être ce gars-là. Mais ma blonde, ma fiancée, désolé d'être aussi dégueulasse, mais... cette chose qui m'appartient. Elle a pas vu, je pense, les versions longues du Seigneur des Anneaux. Puis là, je suis comme... Fait que t'as pas vu le Seigneur des Anneaux. Fait ben oui, je les ai vus. Puis je suis comme... Non, t'as pas vu. Puis là, genre, ouais, mais ça va être trop long. Puis je suis comme... On dirait, tu sais, c'est... Non, tu peux pas dire ça. Fait que bref, mais c'est ça qui est le fun de Sidulé. Puis tu vois, on repasse au Seigneur des Anneaux. Je sais.
Ça s'en vient. Puis là, j'ai la raison en plus. Tu sais, je vais le faire écouter à Noémie. Fait que ça va être parfait, honnêtement. Fait que, bref, ma note 9.5 sur 10. Pour moi, c'est meilleur que le premier. Il y a des moments inoubliables. La planète avec le soleil noir, c'est incroyable. Incroyable. Ça, là, c'est un putain de beau chef-d'œuvre. Le film vaut la peine quasiment juste pour cette scène-là. Incroyable. Donc, merci, Denis. Merci beaucoup. T'es un grand réalisateur et c'est notre fierté québécoise. Merci à toi. Puis, merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez aimé le retour des inconnus. On devrait être un petit peu plus présent. Là, ça se calme un peu, là. Oui et non. Hein? Il y a la session d'été, toujours. Oui, effectivement. J'ai des cours d'été en plus. Ah, bon, tu vois. Toi, tu donnes-tu des cours d'été? Oui! Mais je donne P14, mais tu l'as déjà fait. Ouais, non, mais on va peut-être se croiser, par contre. Ah, c'est vrai. Ça, c'est cool. Fait qu'au pire, on va enregistrer ça à l'école. Exactement. Mais on va s'arranger. Bref, on devrait être un petit peu plus présent. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On s'excuse encore, puis on a très hâte de vous retrouver pour de prochaines aventures. Bye! Ciao!